Jeff Fillion. Ding, 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 ding. Pas de Jeff, pas de Jeff. Jeff, il file pas trop. Jeff a attrapé une espèce de poisse. Là. Ah oui? Moi, j'appelle ça de même. Une genre de poisse. Donc, MC, sa blonde, MC a pas filé pendant quelques jours et là, Jeff a ramassé la poisse. Puis, tu sais quoi, je réfléchissais à ça quand je m'en venais à matin, puis on a su hier que Jeff peut-être ne sera pas là ce matin, là, mais quand je m'en venais à matin, je me disais, depuis que je suis à Radio Pirate, c'est la première fois que Jeff il rate une journée. C'est la première fois. C'est capoté, hein? À cause qu'il ne file pas. À cause qu'il file pas. Parce que c'était un tough, là. C'est arrivé une fois, je pense qu'il a manqué, à mon souvenir. Il était en déplacement. Donc, il ne pouvait pas, techniquement parlant. Mais par rapport à ne pas filer, là, ouais, c'est ça. Par rapport c'est la première fois. Ouais. Toi, tu es tout le temps malade, comme on sait. Moi, je suis toujours malade, mais il y a une fille qui m'avait dit ça dans le temps. Oh oui. Il y avait, elle dit, Jerry est toujours malade. Ben, il y a une fille qui t'avait dit ça, qui, elle, était vraiment tout le temps malade. Elle a travaillé à peu près... Elle ne travaillait pas 40 jours par année. Arrête. Non, elle m'avait dit ça pareil. Elle m'a dit, elle a dit, t'es toujours malade. Ah ouais. Christophe. Fait qu'on est... Quand j'avais le restaurant, quand on avait le restaurant, je me souviens pas une fois que je ne suis pas rentré travailler. Tu sais, il y a pas... Je vais essayer de trouver à un moment donné... Je ne suis pas rentré travailler, je ne suis pas trop. Non, ça m'est déjà arrivé dans des jobs avant Radio Pirate, en fait. Là. Parce que Radio Pirate, pour une raison ou une autre, j'ai déjà été malade, là, mais jamais assez pour ne pas rentrer. Mais je me rappelle que dans d'autres jobs avant, là, j'ai. Tu sais, on a tous eu déjà des genres de grippe, ou ben non, des vraies grippes, là, où on se demandait quand est-ce qu'on va se remettre de ça tellement qu'on finit par être à terre. Très, très magané. C'est sûr que t'es complètement décrissé. Si tu rentres à la job, tu vas donner ça à tout le monde. En fait, t'es mieux de rester chez vous. C'est ça. Mais c'est ça. Ça arrive. Ça arrive, puis dans ce temps-ci, ça arrive encore plus. Qu'est-ce qui est désagréable, surtout, c'est quand ça se jette comme des poumons. Là. Tu râles. Puis, c'est insupportable. Mais étant donné qu'on démarre, un segment qui va être diffusé en même temps dans le live et dans le prime, j'ai pensé qu'on pourrait ouvrir ça avec une boîte. Oui, une boîte. J'ai une sorte de... un peu, là, il faut que je me genre de boîte de Noël. Il faut que je me démêle dans une boîte dans les thèmes. est emballée. Là. Hein, elle est emballée? Oui, mais je vais déballer. Ah. C'est une genre de boîte de Noël, c'est ça. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza. Non, c'est pas la boîte à pizza. Ça, c'est la boîte à pizza. Tu vu comment je suis mêlé dans mes thèmes? Elle est trash. Oui. Non, t'es pas prêt pour une boîte à pizza. Non. Là. Ah, ouais. Il y a une petite boîte. 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 Hey, c'est incroyable pareil. Le tunnel qu'ils ont trouvé. Ils en ont trouvé plein de tunnels. Là. Ils n'ont fait dynamiter une gang. Quel tunnel? Le tunnel à Gaza. Ah, ouais, OK. Pensez à ça 2 secondes. Là. Okay? Le tunnel, il y a 4 km de longueur. Mais Gaza, c'est pas super grand. Là. Non, je sais. Mais le tunnel fait un bon bout dans Gaza. Non, mais je sais, mais... Non, je sais, c'est pas super... Mais ça, non, mais étant donné que Gaza n'est pas super grand, le tunnel doit faire un grand bout dans Gaza. C'est ça mon point. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Profondeur jusqu'à le plus profond. Le tunnel, là, il descend en diagonale jusqu'à 50 mètres de profondeur. Hey, c'est creux. Ouais. C'est incroyable. Mais tu penses que là, ils viennent de découvrir ça, ils ne savaient pas? Je pense pas qu'ils savaient. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Mais ça a coûté des millions et des millions de dollars à creuser ça. Là. Non, ça s'est fait sur des années. C'est capoté ce qu'ils ont fait. Là. Mais là, ils l'ont découvert. Fait que
même, je ne sais pas, je n'ai pas vu l'embouchure du tunnel, mais ils disent qu'il y a des véhicules qui peuvent y passer. Est-ce que les autos peuvent rouler dedans? Je pense pas. Là. Ils disent des véhicules. C'est quoi? C'est une petite moto ou quelque chose? Je ne sais pas trop. Là. Mais il veut dire c'est quand même capoté. Mais le je tunnel vois pas l'heure où ça va se finir, cette guerre-là. Puis je trouve ça tannant un peu. Tu sais, moi, j'aime... c'est plate, c'est niaiseux. Vous allez dire, moi, mais personne n'aime ça, la guerre. Là. Moi, je déteste les guerres. Tu sais, moi, je ne sais même pas pourquoi il y a encore des guerres en 2023. Je trouve qu'on n'a vraiment pas évolué beaucoup. Là. Mais, tu sais, je vois pas l'heure où ça va se finir. Puis tu te rappelles que c'est moi qui avais prédit que la guerre Ukraine-Russie allait pas se finir avant jamais. Hein? Oui. D'ailleurs, elle dure encore. Elle dure encore. Ben, tu sais, j'avais évidemment pas une boule de cristal. J'ai dit ça de même. Là, je me suis juste dit, nos dirigeants sont tellement nuls qu'il n'y a jamais personne qui va essayer de faire en sorte que ça se règle. Puis là, on a l'impression aussi que dans ces guerres-là, qu'il n'y a personne qui initie un genre d'entente de paix. Tu sais, comme ça se faisait dans le temps de Clinton, là, où on a vu ça dans le temps de je ne sais pas qui. Là, il y a des présidents américains, parce que souvent, les Américains, c'était eux autres qui finissaient par s'en mêler puis à faire en sorte, bon, ben là, serrez-vous à la main, là, puis là, on va faire une entente. Là, toi, t'obtiens ça, toi, t'obtiens ça, puis là, on arrête de se taper sa gueule. Là. Mais quand on y pense, en 89, Reagan et Gorbatchev se sont donnés la main. Oui, je me rappelle. Et c'est historique. Là. Mais, tu sais, c'est comme un genre de... C'est le ménage qu'Israël veut faire des terroristes Hamas à Gaza. C'est ça l'histoire. Ils n'ont pogné une gang, là. C'est plein, là. C'est des dizaines et des dizaines. Je ne sais pas ils ont dépassé, là. C'est-tu 200 quelques combattants du Hamas qui ont été arrêtés, là. Ils vont s'en aller en prison. Il y a un secteur, ils veulent nettoyer le secteur de toute la gang du Hamas, mais l'affaire, c'est que ce qu'ils vont être capables de le faire, à date, ça va bien. À date, il y a le ménage est pas mal fait. Là. Je ne sais pas quelle quantité de ménage a été faite. Je dis ménage dans le sens que c'est du monde, c'est des terroristes qui ont été arrêtés, tout simplement. On envoie des images à Fox News, là, plein d'images de en même tunnels, temps, là, tu as toutes sortes le nombre de morts, là, ça revole partout. Le nombre de morts, c'est ça. Là, tu as les civils à travers, ne veut pas les civils, là, il y en a plein qui meurent. Je sais bien. Puis là, souvent, la presse est comme informée par le service d'information du Hamas. Est-ce que c'est logique? Je veux dire, ça demeure un mouvement terroriste. Là. Je veux dire, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas beaucoup de morts. Puis là, il y a peut-être beaucoup de morts pour vrai. On ne sait plus là-dedans. Là. C'est tout tannant. C'est sûr qu'il y a des informations à tour de bras. Là. Mais c'est quand même assez impressionnant la longueur, la grosseur du tunnel. Ils disent que ça a pris au moins 2 ans faire ce tunnel-là. Juste creuser le tunnel. Et ça a coûté des millions et des millions et des millions de dollars qui arrivent d'où? D'où arrive le fricot? Iran. Ah ouais. Ben oui, c'est le fric qui arrive de là. C'était comment le profond de tunnel, t'as dit? Il dit jusqu'à 50 mètres. Tabarouette. Pense à ça. C'est pas très. C'est 150 pieds, ça. Oui, le plus profond. Ouais. Mais ça descend en diagonale tranquillement. Puis non, c'est quand même capoté. La nouvelle, elle va être annoncée, je crois que ça va être annoncé demain. Peut-être après-demain, là, mais je pense que ça va être annoncé demain. Mais là, on sait un peu des brides. On ne sait pas tous les détails, mais ça ressemble à ça un peu. C'est que le fédéral va interdire la vente de véhicules au Canada. Là, okay? Ils vont interdire la vente de véhicules à essence neufs en 2035. Donc, le bazou qui est ton char usagé, tu vas pouvoir le revendre. Ton char à gaz usagé. Mais dans le showroom, chez le concessionnaire, c'est en 2035, il n'y aura plus un char à essence. Dans le showroom. Capoté, là. Ça va être annoncé demain par le fédéral. Okay. Moi, je pensais que ça avait déjà été annoncé, ça, cette affaire-là.
Non, mais là, ça va être officialisé. Ça va être officialisé. Oui, Il parlait tout le temps de 2030, 2035. parce qu'on se demandait, on disait, ça n'arrivera pas parce que, le monde... Ben, l'affaire, c'est que... Moi, je pense que ça n'arrivera pas non plus. Ben moi aussi, je pense que ça n'arrivera pas parce que je pense que Poilievre, quand il va arriver au pouvoir, il va se crêper la patente à Ben oui, Trudeau. tu fais une annonce de même. Une patente là, à Trudeau, ça. Tu fais une annonce, c'est vrai que c'est pas si loin que ça. Là. On arrive en 2024. C'est ça. Mais pense-y, là. Il n'a pas, tu dis pas 50 %. Non. Il n'y a plus une voiture à gaz dans le showroom. C'est juste tu rentres dans le showroom, puis juste des chars électriques. Là, on parle du Canada. Au Canada. Exactement ça. Mais là, Un gros pays producteur de pétrole. oui, c'est ça. Mais là, on parle électrique ou à hydrogène. Tu sais, non polluant. Là. Ils ont une expression. Là. Est-ce que ça inclut des hybrides comme toi ou non? Non, pas d'hybride. Toi, tu serais illégal. Moi, je suis illégal. Il n'y a pas d'hybride. C'est 100% non polluant. Moi, d'après moi, on 100%. va voir des voitures à gaz qui vont durer beaucoup dans le temps, comme à Cuba. Là. Tu comprends? Le monde, ils vont garder leur voiture à gaz bien longtemps. Là. Ton char à gaz, c'est ça. D'après moi, tu vas le garder jusqu'en 2050. Là. Le problème, c'est le fricot. Le problème, c'est l'argent. L'argent, c'est que tu peux... À un moment donné, tu ne peux pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas l'argent pour payer. Tu rentres dans le showroom, puis le char le moins cher est à 60 000. Non, tu peux pas. Ça ne marche pas. Là. Ça va prendre des chars électriques pas chers. Ben, j'imagine que ça s'enligne vers là. Tu penses pas? Ben, Tesla a annoncé... Oui, ça s'est passé. Elon Musk, parce que le Cybertruck, là, il était lancé, là, le Cybertruck, mais c'est Elon Musk qui a parlé du Tesla. On dit modèle 2, mais en réalité, il ne s'appellera pas le modèle 2, c'est le modèle 3. Modèle 2. Le modèle 2, il parle d'un véhicule électrique Tesla à 25 000. Ça fait 5-6 ans qu'on en parle de ça. Là. Mais à un moment donné, ça va arriver. Ça devrait arriver dans les prochaines années. On va l'appeler de même. Là, le Tesla Model 2 à 25 000 US. Donc, ouais, c'est 30 quelques mille Canadiens. Ou à peu près, là, grosso modo. Là. Puis c'est ce que Tesla a annoncé. Tesla a annoncé une patente la semaine passée des nouvelles bornes. Oui. Les bornes encore beaucoup, beaucoup plus puissantes que celles qui sont là présentement. C'est sûr qu'il y a certaines bornes. Je ne sais pas si c'est juste les bornes de Tesla, je pense pas. Là. Il y a des autres bornes là, où sont comme limitées par l'électricité dedans. Dans le sens qu'ils ont un maximum de power, mais le jus qui en sort, il est beaucoup plus bas. Oui, ils ont des adapteurs, c'est pour ça, non? Mais ça fait c'est qu'ils ont comme limité. Il y a du monde qui pense à recharger le char en 20 minutes, puis à une demi-heure, puis ça lui prend 1h30 à recharger le char. Ils ont comme limité le courant qu'il y a dans la borne. Mais Tesla, je ne parle pas ici, je parle aux États-Unis, ils parlent d'avoir des bornes, peut-être ici aussi, là, mais je ne sais pas si ça va être loadé de même. Là. Ils parlent de 800 volts. Ils parlent de recharger un char en 18 minutes avec ces nouvelles bornes-là. Qui ont annoncé. Donc, c'est drôle parce que, tu sais, Elon Musk a toujours des affaires. Hein. Ils ont suivi en 2023 tous ses voyages. Elon Musk aurait pris 441 fois l'avion cette année. Ils ont calculé tous ses voyages. Puis c'est drôle parce que c'est moins que l'année passée. OK. Il y a une amélioration. Là. Oui, l'année passée, c'est 700 quelques fois qu'il aurait pris l'avion. Cette année, il était raisonnable. Il l'a pris 441 fois à date. Il reste quelques jours en décembre. Mais c'est... Puis son voyage qu'il a fait le plus souvent, c'est Hawthorne, Californie, qui est le siège social de SpaceX, jusqu'à Austin, Texas. La distance, c'est quand même... En char, c'est long. Mais en avion, c'est pas long. Austin, Texas, donc c'est le siège social de SpaceX au siège social de Tesla. C'est le voyage qu'il a fait le plus souvent. Tu sais, il voyage tout le temps. Il doit rester à LA, lui. Hein? Non, on ne sait pas. Je ne sais pas où ce qui reste. Ouais, on le sait pas. Je ne sais pas exactement où ce qui reste. Il aurait dépensé 3,2 millions en jet fuel, Elon, cette année. Il va planter une forêt. Il va planter une forêt complète. Il peut planter des arbres. Oui, il va planter des arbres. J'ai du temps de me raconter mon histoire du téléphone.
Faut que je T'as raconte pas ça. une autre histoire de téléphone. Non, j'ai une histoire de téléphone. OK. Je te l'ai raconté à toi, mais je ne l'ai pas raconté aux pirates. Tu l'as raconté à moi? Oui. Je m'en rappelle même pas. Non, tu te rappelles pas? Vas-y donc. Hein. Ma blonde pète son téléphone. Ah oui. Ma blonde pète son... Ma blonde, elle n'a jamais eu un problème. Elle n'a jamais brisé un téléphone depuis qu'elle a les téléphones. Elle Elle n'est n'est pas brise-fer. Non, elle n'est pas gaffeuse. Elle peut être grand train, mais pas gaffeuse. Oui, c'est ça. Bad luck. C'est drôle que tu dises ça. Elle n'est pas gaffeuse, puis tu m'as jeté un petit regard. Hein? Oui, toi, tu es un petit peu gaffeux. Bon, franchement. J'ai rien brisé depuis un matin. Oui, c'est ça. Ça s'en vient, là. Ça sent. Tu vas t'accrocher quelque part, à un moment donné. Mais t'as-tu déjà brisé un téléphone, toi? Oui. Oui. Oh, oui, plusieurs fois. Ben, c'est ça. C'est pas compliqué, hein? C'est pas À un compliqué. moment donné, j'ai échappé mon téléphone à terre et je m'en étais pas rendu compte. Et là, un moment donné, j'ai dit, il est rendu où mon téléphone? Et là, j'ai pilé dessus en plus. Il était vraiment scrap. Lui, il était scrap. OK, c'est ça. Tu le cherchais, t'as mis le pied dessus. Ouais, j'ai mis le pied dessus. J'ai dit, ah, il est là. Puis ici, une chance que t'as un petit tapis, parce que ça fait quelques fois qu'il tombe, mais il tombe sur le tapis, c'est pas bien. T'as un petit jeu, là. T'as un tapis. Mais c'est ça. Ma blonde, elle arrive avec son téléphone, puis c'est un téléphone qui avait 3 ans. Comme assez récent. Là. Mais le téléphone tombe mal, puis il tombe, tout craqué. Là. Mais le téléphone, il ouvre plus. Fini. Elle l'a testé, branché dans l'ordinateur. Toutes les patentes à faire. Il n'y a rien à faire. Le téléphone ne rouvre plus. C'est goodbye. Mais là, elle dit, je vais m'acheter un nouveau téléphone, telle affaire. Fait qu'elle dit, je vais... Puis elle a déjà son service de téléphonie. Elle dit, je vais m'acheter le téléphone. Je dis, il y a un nouveau téléphone qui est sorti. Le Samsung S23 FE. Parce qu'elle est très dans l'environnement Android. Oui, elle est très, très Android. Ouais. Au travail, ils ont toute la suite, là, Google, pas tant de choses au travail. C'est-à-dire, elle est vraiment dans cet univers-là. Fait qu'elle est Android depuis le début. Elle n'a jamais eu d'iPhone en tant que tel. Fait que c'est le nouveau... Il a sorti ce téléphone-là au mois d'octobre. Septembre, octobre. C'est une version du S23, mais une version comme un peu plus bas de gamme. Je parle dans les la caméra est un peu plus bas de gamme. C'est ça. Pour vous dire, c'est le moyen de gamme de Samsung, donc le Galaxy S23 FE. Je ne m'y connais pas tant que ça. Mais quand même, la grandeur du téléphone, 6,4 pouces, là, ça fait le job. Genre de téléphone. En ce moment, il y a des deals dessus. Il est à son plus bas. Je ne sais pas si... il est même moins cher présentement que pendant le Black Friday. En ce moment, il y a des deals dessus. Ici, au Amazon Canada, le 128 GB, il est à 609 $. Mais c'est pas... Ça a de l'allure. C'est bizarre à dire, mais c'est quasiment... C'est bizarre à dire parce que nous autres, on est très iPhone. Puis moi, mes iPhones, c'est toujours genre 1500 quasiment. Là. Oui, c'est ça. Oui, le gros iPhone, moi, j'ai ça. Le mien, je l'ai payé quasiment 1800. Non, moi, j'ai pas le gros, par exemple. Non, toi, tu as l'autre à peu près à 1200 $. Oh, je m'en rappelle pas. Là. Il était autour de 1000, me semble. C'est ça. C'est sûr que tu prends le gros Samsung, là, le S23, pas tant de choses. Là, le gros, c'est à peu près des mêmes prix que les iPhones. Là, à peu près. Là, peut-être 500 $ de différence. Mais tu sais, tu as la version 2 marches en bas. Là, puis ma blonde, elle dit, ça va faire l'affaire. Ça va faire mon affaire. Parfait, good. Fait que là, on s'en va chez Best Buy. Je ne veux pas les nommer, mais tu veux les nommer. On s'en va chez Best Buy. Ben là, t'as peu, là. On va chez Best Buy. Il y a des téléphones à vendre. Là, tu arrives, tu dis à la fille, Samsung S23 FE. Elle dit, oui. Elle dit, on a. Oui, on a. On a. Parfait. Puis moi, tu devais être soulagé. Je suis soulagé. Elle a dit, il y en a 5 ou 6. Là, parfait. C'est good. Parce qu'il y a pas mal d'attentes dessus. C'est quand tu le commandes, il est quand même assez en demande, ce téléphone-là, parce que le prix est de l'allure. Puis, c'est parfait. On l'achète le téléphone. Elle dit non. Elle dit, je vous le vends pas. Pourquoi tu me le vends pas? Moi, je pensais que la fille faisait une farce. Non. De quoi tu me le vends pas? Tu n'as combien? Elle dit, j'en ai 6. Je vais en acheter un. Tu me le donnes, puis je m'en vais à la caisse. Je m'en vais à la caisse de le payer. Elle dit non, je ne vous le vends pas. Non. Ouais, mais là, toi, tu me. Elle dit, j'y garde pour ceux qui viennent
pour le service. Il y a du monde qui arrive chez Best Buy ou dans une téléboutique. Tu sais, une téléboutique. Parce que toi, vu que tu avais déjà ton service, Oui, j'ai le service. Lynn avait déjà son forfait cellulaire. Elle a son forfait Elle cellulaire. elle avait juste besoin d'un cellulaire. Elle a besoin de cellulaire. Mais eux autres, ils veulent vendre des forfaits. Je ne sais pas s'ils ont une cote là-dessus, sûrement. Donc, elle a dit, il faut que je garde des téléphones. Il y en a plusieurs gammes, là, une crise des téléphones. Ouais, il y en a quand même 6. Il y en a plein. Elle a plein de téléphones. Elle dit, il faut que je garde des téléphones. Elle m'explique ça. Elle dit, il faut que je garde des téléphones pour les gens qui viennent pour des forfaits. Tu sais, pour quelqu'un qui arrive, dit, je veux un forfait avec un téléphone. Oui. Mais elle peut en vendre des téléphones, pas de forfait. Mais elle peut juste pas vendre lui. Ben, c'est-à-dire, elle veut pas vendre lui. Elle a décidé de les garder pour les offrir à ceux qui veulent des forfaits. Mais c'est bien bizarre. Non. Non, mais je veux dire, Mr. White, premièrement, c'est du jamais vu. si, mettons qu'elle C'est du jamais vu. n'avait Je connais pas ça. Là, mettons qu'elle n'avait eu un. À la limite, j'aurais dit, ouais. Ben, ça, on va le voir. OK? Ça. Je fais une comparaison qui peut avoir l'air boiteuse. Mais tu arrives dans un concessionnaire auto. Le gars, il a un modèle. Il dit, je peux pas. Il a un char. Il dit, je peux pas te le vendre. Il dit, je m'en sers comme démo. Quand les clients arrivent, mettons, pour commander une voiture puis se mettre sur la liste d'attente, ils aiment ça l'essayer, la voiture. Je comprends. Donc, ils vont garder une voiture pour pouvoir faire des essais routiers. Oui, l'essai routier. Ça, je peux comprendre. Parce que tu dis, OK, je me mets sur la liste d'attente. Puis tu dis, non, je veux l'acheter, lui. Je peux pas te le vendre, lui, parce que je m'en sers comme... Je m'en sers pour démonstrateur pour les clients. Mais si tu le commandes, tu vas l'avoir. Tu peux l'essayer. On va aller l'essayer. Puis si tu le commandes, tu vas l'avoir dans 1 mois et demi. Et c'est ça. Bon. Là, je peux comprendre. Mais là, c'est des téléphones. Tu as 6 téléphones en arrière de toi, dans l'armoire. Tu te tires le bras, tu me donnes une boîte, puis je chaque mon camp. Puis j'arrive à la caisse, puis j'achète le téléphone, puis je décrisse. Non, elle garde ses téléphones. Oh, moi, j'ai jamais entendu ça. Je n'en revenais pas. Est-ce que c'est-tu anti-commerce? C'est-tu anti-commerce? Mais une affaire, je peux te le dire. Ouais, c'est ça. Te connaissant. Non, je fais un statement. Ah oui, là, tu as rajouté ça sur une liste. Moi, je fais un statement, puis je m'en cache pas. J'ai mes raisons. Bon, là, chacun a nos raisons. Moi, j'ai mes raisons. Moi, Best Buy, c'est des 3e de barré. Dans ta Voilà. liste, la liste... La blacklist de Jerry. C'est ça. Moi, j'ai une compagnie de téléphonie qui sont barrés. J'ai un supermarché qui est barré. Mhm. Et là, j'ai un magasin d'électronique qui est barré. Le restant de mes jours, tant que je vais être vivant, tant que je vais être vivant, jamais je vais dépenser une scène chez Best Buy. Jamais. Tu vas dire, hey Jerry, il y a un article chez Best Buy en spécial à 99$, puis il est à 129$ ailleurs. Je vais l'acheter à 129$. Si j'en ai besoin, je vais l'acheter à 129$ ailleurs à la place de 99$ chez Best Buy. Puis là, je dis à la fille, je dis, écoute-moi. Chris, t'as 6 téléphones. Tu sais, je comprends si t'en restes juste un, tu veux le montrer. Tu veux le montrer. Là, je peux comprendre. Moi, j'ai l'argent puis je te le paye. Elle veut pas me le vendre. Non, pensez à ça 2 secondes. Si c'était pas toi... Moi, je me suis déplacé. Non. Attends, moi, je suis allé sur le site Internet comme un fucking stupide client. Puis des clients, c'est des stupides. Hein? Quand tu es un client, tu es un stupide. Avant ça, un client, c'est un roi. Aujourd'hui, un client, c'est un cave. Ça a changé avec le temps. Tu dis à un jeune, non, ça a changé avec les années. Tu dis à un jeune, si vous avez en bas de 40 ans, okay, imaginez-vous un moment. Nous autres, là, moi je t'ai vu à peu près 58. Imaginez-vous un instant. Là. Moi, j'étais jeune, mais j'ai connu une époque où ce que tu allais au supermarché, okay, oui. L'emballeur avait une chemise blanche avec un nœud papillon. L'emballeur, pas le gérant du magasin et pas la caissière. La caissière est en robe. Puis elle était coiffée. Le gérant du magasin est en complet. Là. Le gérant du magasin est en complet. Et l'emballeur avait une chemise blanche avec un nœud papillon. Il emballait ton stock. Il mettait ton stock dans des sacs. Et il te donnait un coupon
Tu sortais du supermarché, tu allais chercher ton char, tu passais dans une espèce de tunnel, une espèce de voie réservée. Ils mettaient le stock dans ton coffre de char et tu t'en allais. Pensez à ça 2 secondes. Là. À cette heure, on va à l'épicerie puis il faut scanner nos affaires nous-mêmes. Ça, c'est l'extrême de l'extrême. Aujourd'hui, tu vas au supermarché, tu as quelqu'un qui a les cheveux dans les airs, pas intéressé d'être là, bête comme elle crisse. Tu scannes toi-même ton stock, elle te chicane parce que tu as mal scanné tes affaires. Puis, by the way, quand tu passes de l'alcool, elle est en crise parce qu'il faut qu'elle revienne passer son esti de carte pour que toi, tu puisses partir avec l'alcool. Là, tu dis à la fille, ben, vendez-en pas de boisson si tu veux pas scanner. Parce que moi, j'en achète une caisse de bière. Fait que donne-toi au moins à peine un sourire d'en face pour venir passer ta crise de carte. Ouais, mais là, il faut vérifier. C'est pas mon problème à moi. Ouais, vérifie. Puis là, quand tu lui fais signe, elle fait comme... Voilà. Là, tu la déranges parce qu'il faut que tu scannes. Ah oui, tu la déranges parce qu'elle était en train d'écrire à quelqu'un sur son téléphone. Voilà, puis moi, j'emballe mon stock moi-même dans mes sacs. Puis ça presse. Puis quand ton esti de bébelle bip, puis ça marche mal, quand je te cale, t'es en crise parce que je te cale. Christophe, c'est moi qui emballe puis qui scanne moi-même. Je vais emprunter une expression à Jeff. Quelle époque de merde. C'est la pire époque de l'histoire du service. C'est la pire de toute l'histoire. C'est inimaginable. Chaque jour, le client est pris pour un bouffon. Moi, je check. Moi, je suis un vrai bouffon. Là. Moi, je check sur le site de Best Buy. Je vois qu'il y a des téléphones de disponibles. Je me rends sur place parce que le téléphone... Ma blonde ne peut pas avoir un téléphone dans 3 semaines. Non. Elle travaille, là. Ah oui. Elle a besoin de son téléphone. Elle travaille. Donc, c'est pas un téléphone. Puis, by the way, la plupart du monde aussi. Je me lève le cul. On s'embarque dans le char. On s'en va chez Best Buy. Ça prend 3 heures se parquer. On rentre dans le magasin. On arrive à... Là, la première fille qui nous accueille, elle dit « Oui, monsieur. » Elle dit « Pas de problème. » Elle dit « Je vais vous aider. » Elle m'amène à l'autre fille qui a un comptoir de téléphone, tout content. Tu arrives là. Tu veux acheter un téléphone. Elle n'a, elle ne veut pas te le vendre. Ça, c'est 2023. Et moi, j'ai un magasin, un supermarché de barré, j'ai une compagnie de téléphonie barrée. La compagnie de téléphonie, là, elle charge 0 puis je ne suis pas client. Là. Je dis, attends un peu. Elle charge 0 puis tu payes 100 ailleurs. Je paye 100. Jamais je vais être client d'eux autres. À jamais. Et Best Buy, c'est ma montée de lait d'aujourd'hui. Best Buy, c'est terminé. Moi, je pense qu'on pourrait terminer la petite boîte du live là-dessus, mais on continue dans le Prime. Yes. Il y a une petite boîte. 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 Oui, c'est ça. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. On est-tu chanceux? Il semble que le thème est fini vite. Hein? OK. Oui, il a coupé. Alors, soyez indulgents. Là. Oui, c'est ça. Je fais de mon mieux. Là. Ça, tu t'apponnes dans les affaires à Jeff. Là. tu t'apponnes dans ses affaires. Hey, c'est incroyable. En face de moi, j'ai Jean-François Caron, notre prof. J'étais tellement content d'aller l'accueillir dehors tantôt. J'avais envie de le serrer dans mes bras. Tu sais, j'ai dit, il me semble que ça fait drôle parce qu'on a l'impression de te connaître. Ça fait presque 2 ans que je collabore. Puis c'est la première fois qu'on peut vraiment se rencontrer. Mais tu sais, on a l'impression de connaître quelqu'un. Puis en réalité, on te connaît. C'est juste, ça fait drôle de t'avoir jamais vu physiquement, et toi aussi. Oui. J'existe. Je suis pas juste oui, c'est ça. C'est pas un avatar. Non, c'est un avatar. Mais quand tu nous parles, c'est le soir chez vous. Hein? T'es sur le bord de te coucher? En temps normal? Oui, parce que là, vous êtes à l'heure avancée. Oui. Donc, on a 11 heures de différence. 11 heures, OK. Puis, sinon, c'est 10 heures de différence. Donc, vous, habituellement, c'est vers 9-10 heures le matin. Puis moi, c'est 8-9 heures le soir. Idéalement, je sais qu'on a comme une stratégie, comme le fait qu'on se parle toujours lorsque c'est le temps de la vaisselle chez vous.
Oui, en fait, ma femme est suffisamment généreuse. Après que j'ai lavé la vaisselle, elle s'occupe de mettre les enfants au lit. Donc, c'est ça. Je peux m'isoler dans la chambre, je ferme la porte, puis j'ai une certaine tranquillité relative. Puis, ouais, c'est ma petite heure là, en soirée. C'est ta petite heure tranquille. Ouais. C'est la petite heure tranquille. Prof Caron, on rappelle que tu es prof à l'université Nazarbayev au Kazakhstan. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Je m'en souviens, je suis arrivé le 9 août 2015. J'ai encore les timbres dans mon passeport. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Donc, 8 ans. J'entame... c'est ça, là. Mon contrat a été renouvelé pour un autre 5 ans, donc si tout va bien... Je sais que il y a... Je pense que dans le début, quand on a commencé à parler avec toi, tu nous avais expliqué un peu le cheminement. Quoi, tu te ramasses là. Ça veut dire, en fin de compte, tu n'es pas en Italie, tu n'es pas à Florence, là, comme genre de professeur. Là, tu t'en vas dans un pays que... Pour beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois, le monde ne connaisse même pas. On s'entend-tu, là? Voilà, je l'ai expérimenté cette semaine. Je sais aux gens, puis ils me disaient, c'est où ça encore? C'est au sud de la Russie, à l'ouest de la Chine, puis même là, c'était pour bien des gens, c'était pas encore suffisant pour comprendre. Oui, ils disaient, c'est où la Russie? Oui. C'est étonnant. Il n'est pas assez grand, il n'est pas assez grand encore. Oui. Non, je suis allé là parce que le projet de l'université est super intéressant, puis c'est vraiment différent de ce qu'on trouve partout ailleurs, particulièrement au Québec. Les étudiants ne sont admis que sur une base méritocratique. Puis ils n'ont aucun frais de scolarité à payer. OK. Donc, ils font 5 ans d'université. Il n'y a pas de cégep là-bas. Donc, ils font... C'est tellement pas 2023, pareil. Non, hein? Mais ils font une première année, ce qu'on appelle l'année de fondation, foundation, où là, ils peaufinent leur anglais. Puis après ça, ils choisissent dans quelle faculté ils veulent étudier. Puis là, ils font 4 ans. Donc, ils font la première année où ils ont ce qu'on appelle un undeclared major. Donc, ils prennent des cours dans plusieurs disciplines. Puis à la fin de l'année, ils choisissent leur spécialisation. Puis ils font un 3 ans où ils se spécialisent puis avant de graduer. Donc, c'est 5 ans. Puis la valeur des frais de scolarité annuellement, c'est payé par les payeurs de taxes là, du Kazakhstan, là, c'est 20 000 américains. Donc, une formation universitaire, là, ils ont ça gratuitement. Ça coûte 100 000 US. Wow! Ils ont une bourse mensuelle. C'est pas énorme, là, mais ça leur permet, s'ils mangent 3 fois à la cafétéria du campus, ils ne vont pas mourir de faim. C'est à peu près 125 US par mois. Puis, ils ont une place gratuite en résidence sur le campus, là. Donc, leur emploi à temps plein, c'est d'être étudiant. Donc, si papa il a du cash, mais tes notes sont pas bonnes, tu n'es pas vraiment talentueux, on va pas t'admettre, là. Donc, moi, dans mes salles de classe, j'ai des étudiants qui sont motivés. C'est ça. Qui font leur lecture, qui participent. Puis là, ça fait 13 ans qu'on existe. Beaucoup d'étudiants qui ont commencé des maîtrises, des doctorats. On a envoyé des étudiants à l'Université de Chicago, à Harvard. Puis graduellement, ces étudiants-là, un jour, ils vont peut-être être appelés à nous remplacer puis à devenir nos collègues, là. Mais question étrange, est-ce que les étudiants qui sont là, c'est juste des gens du Kazakhstan? Je dirais qu'environ 95% des étudiants, c'est les étudiants kazakhs. Puis on commence lentement, mais sûrement à avoir de plus en plus d'étudiants internationaux. On a des étudiants américains dans notre programme. On a beaucoup maintenant d'étudiants... Parce que tout ça passe en anglais, là. Oui, tout est en anglais. Tout est en anglais. Donc, peut-être ça n'incite pas vraiment des étudiants internationaux à venir faire leur bac, c'est qu'ils doivent prendre 2 cours de kazakh. Donc, c'est un Américain, tu n'as jamais parlé de kazakh de ta vie. Faut que tu passes ces 2 cours-là. Là. Oui. Donc, ça peut être un irritant. Oui, un irritant. Mais à la maîtrise, ils n'ont pas à faire ces cours-là. Donc, on a des étudiants, beaucoup d'étudiants africains récemment, Pakistan, Inde, Asie du Sud-Est. Puis, ce qui a aidé, c'est aussi, après 13 ans d'existence, on a eu notre premier classement international. Donc, on est passé de rien à une université qui est classée entre la 501e position puis 600e position. Université dans le monde. Rien. Donc, c'est top 30% des meilleures universités au monde en l'espace de 13 ans. Puis l'objectif, c'est dans les 10 prochaines années de devenir top 20%. Donc, le fait qu'on a un classement comme ça, là, maintenant, ça donne vraiment une valeur à notre diplôme. Puis là, ça va peut-être inciter les étudiants internationaux à venir faire leur bac. Tu sais, 500e position, là, on accorde des universités comme l'Université de Victoria et d'autres universités ontariennes là, en 13 ans à peine. Là. C'est-à-dire que ces universités-là, dans les classements, lentement mais sûrement, tu vois qu'ils commencent là, à dégringoler. Puis, tu vois, il y a des universités chinoises qui ont copié le même modèle, qui sont en train d'émerger aussi. Là. Et tes collègues qui sont profs là-bas, c'est-tu des gens qui viennent de partout dans le monde? Oui, j'ai une collègue de Drummondville. Okay. On ne se connaissait pas. Elle a été embauchée, encore une fois, à base méritocratique. Puis j'en ai des collègues irlandais, j'ai des collègues sud-coréens, j'ai une collègue de la Macédoine. J'ai eu des collègues dans le passé, du Kenya, du Japon.
pense qu'on a plus que 100 nationalités représentées sur le campus. Environ 65% des profs sont internationaux. Puis les autres, des professeurs locaux, des professeurs kazakhs. Puis les jeunes qui finissent leur université, là, ils ont leur diplôme, est-ce qu'il y en a beaucoup qui partent à l'extérieur ou vraiment ils sont capables d'absorber justement tous ces jeunes-là qui ont des qualités, en fin de compte, que le pays garde ces jeunes-là? Ben, tu en as beaucoup qui vont faire des études graduées, maîtrise, doctorat à l'international, mais il y en a beaucoup qui décident de rester après leur bac. Ils fondent leur propre entreprise, ils vont travailler pour le gouvernement, pour des compagnies privées. Puis, comme on a un système méritocratique vraiment différent des autres universités kazakhs, les employeurs apprécient leur esprit critique. Oui. Nous, on insiste là-dessus. Là. Puis ça, c'est un peu... Le domaine n'est pas fin, ça. Ben ça, c'est un domaine différent. Ben ça, je discutais avec des gens cette semaine, avec Frédéric Têtu qui enseigne la philo au cégep. Puis, techniquement, le Kazakhstan, c'est pas un État démocratique. Puis il me disait, tu as probablement plus de liberté académique que moi, là, au cégep. À chaque fois que j'entre dans une salle de classe, c'est comme... J'ai peur qu'à la fin de la... Il est m'attaché un peu. Là, oui, j'ai peur qu'à la fin de la journée, je vais avoir un coup de fil du directeur des ressources humaines pour me dire qu'il faut qu'on discute parce que tu as une plainte, un étudiant s'est plaint d'une phrase, d'un propos que tu as dit. Là. Nous, c'est pas le cas du tout. Puis, même que je donne un cours de pensée politique, puis j'ai étudié différents auteurs, dont Machiavel. Machiavel, le prince. Puis je fais des parallèles avec le premier président, là, Nazarbayev, qui était au pouvoir pendant 29 ans, un autocrate. Puis, tu sais, les étudiants, au début, il y a quelques années, ils étaient là, oh mon Dieu, ils se permettent de faire des commentaires, de comparer notre ancien le président actuel à l'époque avec les exemples donnés par Machiavel. À l'époque, ce président-là était en poste. Il était toujours en poste. Puis j'ai jamais eu de problème. Mon visa de travail est constamment renouvelé. Il n'y a pas d'individus inconnus qui viennent assister soudainement à mes cours pour prendre des notes. Mais quand tu l'as décidé à ce moment-là, as-tu réfléchi à ça? Tu t'étudies, je sais pas si... 5 secondes, puis je me suis dit, si je suis sanctionné pour avoir dit quelque chose comme ça, c'était scientifique, la comparaison, elle faisait du sens, là, puis c'était pas une critique gratuite, là. Puis je me suis dit, si je me fais sanctionner pour ça, ben c'est signe qu'il n'y a pas d'avenir ici. Comprends. Je m'en vais, là. Comprends. Tu tires un petit peu le bouchon, puis tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de sanctions. Puis là, j'ai réalisé à ce moment-là, ma liberté académique, là, les pleines et entières. J'écris des textes, j'écris des livres où je suis critique par rapport à la Russie ou aux politiques publiques au Kazakhstan. Puis tu sais, c'est un peu la raison pour laquelle l'université a été créée. On veut développer des gens qui ont un esprit critique, qui vont remettre les choses en question, puis qui vont permettre au pays de se développer dans une bonne direction, qui va pouvoir progresser. Puis tu sais... c'est pareil comme ici. C'est ça. Sur papier, il y a une loi qui garantit la liberté académique, mais dans les faits, là, c'est pas ça du tout. Là. Dans les faits, c'est que tu es un professeur de l'université Laval, puis tu parles, tu as ton idée de fait justement sur les vaccins ou n'importe quoi. Là, la période qu'on l'a vécue, puis là, tu es sanctionné parce que tu as parlé... C'est son champ d'expertise. Voilà, en plus. Puis, après, tout ce qu'il a dit, c'est révélé, c'est révélé vrai par la suite, là. Mais c'est suspension sans solde, puis là, c'est menace de congédiement. Oui. Va totalement à l'encontre de l'esprit universitaire qui est fondé sur la liberté académique, là. Tu sais, c'est une espèce de chape de plomb, là. C'est pas... Alors moi, on me posait la question, si tu avais une offre d'emploi ici, est-ce que tu l'accepterais? Puis la réponse, c'est probablement non. Tu sais, c'est étonnant à dire, mais je suis professionnellement parlant, je m'épanouis davantage dans une autocratie que je pourrais m'épanouir ici. Là. Mais là, ça fait 5 ans que tu n'étais pas venu ici? 4 ans. 4 ans. Ben, j'étais venu 4 ans pour à peu près 2 jours seulement. Puis il y a 5 ans, on était venu avec ma femme une semaine. Ouais. Avoir une job ici, tu dirais non. Puis tu m'as surpris un petit peu, puisque tantôt, on jasait un peu comme ça. Tu parlais, puis tu disais ce qui t'a marqué. Puis là, tu es ici depuis combien de temps? Une semaine. Une semaine à peine? On est arrivé lundi dernier, puis on part tantôt. OK, tantôt, tu as embarqué dans l'avion là. Tu me disais, puis ça m'a un peu... ça m'a un peu shaké. Tu disais... élever des enfants ici, je serais quasiment pas capable. C'est-à-dire, moi, la manière que ça fonctionne ici, la manière de le Québec, toi, t'es Québécois, t'es un pur Québécois. Là. Puis là, t'as eu un genre de parce que tu le vois de l'extérieur, mais là tu le vis là, depuis une semaine, là, tu dis,
vivre avec des enfants ici, c'est Parce pas, qu'il faut, c'est pas facile. il faut le rappeler, toi, tu en as 3 enfants là-bas. là. Ouais. Non, mais ça, je m'y attendais pas, pour être honnête. C'est un souper avec Jérôme Blanchet-Gravel. On discutait de ça, puis il me disait, tu sais, les restaurants ici, là, c'est pas kids-friendly, là. Puis je dis, ben voyons donc, tu sais, c'est vrai, dis, regarde autour de toi. Pourtant, il y a des restaurants Mais- qui portent le nom restaurant familial. Restaurant familial. Oui. Tu sais, à cause du décalage horaire, Oui. j'ai demandé, est-ce qu'on peut aller souper relativement tôt? On est allé souper à 5h30, là. C'est pas comme si on était dans un restaurant à 10h le soir. Mm. Le restaurant était plein, il n'y avait pas un seul enfant. Puis là, il fait venir le serveur, puis il dit, je vais te le prouver. Il demande au serveur, oui, monsieur, est-ce que vous avez un menu pour enfants? Le type, il répond, ben oui, puis non. Ben oui, on peut faire une assiette de spaghettis bolognaise. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour les enfants. Mais bon, tu sais, c'est tout ce qu'on a. Oui. Puis là, je lui pose la question, est-ce que vous avez des chaises hautes dans le restaurant pour les enfants? Il dit, non, on n'en a pas. Tu sais, donc tu as un enfant ici, tu vas aller au restaurant à 1h, pas à 10h le soir, là, à 5h30. C'est l'heure de manger les enfants. Ben oui. C'est ça, c'est l'heure pour les enfants. là. Tu peux pas. Tu peux juste pas aller manger au restaurant avec tes enfants. Puis même si tu peux, tu vas voir la réaction des gens, tu sais, qui vont détourner le regard, puis quand tes enfants vont courir, faire un peu de bruit, puis tu vas entendre là, tu sais, des gens qui sont... Ça les embête d'avoir des enfants qui font du bruit. On est d'une qui place qui courent, n'aime pas les enfants, c'est capoté. Oui, c'est vrai. Capoté. J'en avais entendu parler, puis je me disais, bah, les gens exagèrent. Puis je l'ai vraiment réalisé, là. C'est pas... c'est l'attitude des gens, puis c'est ce que je disais un petit peu, c'est... Le Québec a comme une ambiance un peu mortuaire, là. Tu sais, c'est comme si les gens avaient déjà un pied dans le CHSLD, là. La tranquillité. Puis tu sais, on voit sur les réseaux sociaux des municipalités ou des nouvelles où tu sais, as un type dans un quartier résidentiel qui dépose une plainte à la police parce que les kids jouent Les au kids jouent au basketball dans la rue, l'après-midi. c'est ça. Ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a Quand- une place dans le monde qu'on voit ça, c'est ici. là. Oui, on va en Europe, dans les restaurants. Ah, puis c'est- Il y a des enfants partout. Nous, au Kazakhstan, c'est la même chose. Puis, à peu près tous les restaurants ont un espace de jeu pour enfants. Puis des fois, pas tous les restaurants, mais des fois, tu as un employé qui est payé pour entertainer En fait, les kids. Là. Ce que tu dis là, ça a déjà existé ici. Tu sais, quand ils parlent de ça, un espace réservé pour les enfants ici. Il y avait on a des déjà- restaurants, à l'époque, il y avait des restaurants on a qui avaient, déjà vu ça en il y avait des places pour les enfants. Il y avait des glissades, des petites affaires. Moi, ce qui m'a marqué quand je suis allé en Espagne la dernière fois, puis en Italie, ce que j'ai remarqué, à quel point les enfants ils étaient tard dehors le soir. Tu sais, ils n'étaient pas juste, ils n'allaient pas juste souper avec leurs parents. C'est qu'ils étaient rendus 8 heures le soir, puis les enfants jouaient dehors encore. Oui. Alors qu'ici, Puis tu ils ont vois tellement peur d'avoir peur. tu vois dans des parcs, là, c'est des parcs. Tu es en pleine ville. Là. Donc, ils ont quand même des espaces verts. Puis là, tu as les personnes âgées qui vont prendre leur petite marche, puis là, sont assis là. Puis là, les enfants vont dans ces espaces-là pour faire du vélo, tu sais, pour jouer au ballon. Puis, à travers les personnes âgées qui sont là, mais ces personnes, c'est pas leur grand-père, c'est pas leur grand-mère, c'est pas leur arrière-grand-mère. Tu sais, ils n'ont pas aucun. Mais on dirait que les personnes âgées veulent voir, ils veulent être avec le monde. Ils veulent être avec le monde qui vivent. Ils veulent être dans le trafic. Ici, c'est le contraire. Les vieux, ils veulent plus voir personne. Ils veulent plus voir les enfants. Les enfants dérangent. Oui. Tu sais, Oui, puis on c'est s'entend, ça fait un peu quétaine de dire ça, mais les enfants, c'est l'avenir d'une société. Là. Puis quand tu fais sentir aux parents, les gens qui peuvent avoir des enfants, tu leur fais sentir que les enfants ne sont pas les bienvenus. Tu dis, la société québécoise, as-tu un avenir? Parce que d'une certaine façon, tu regardes aussi la pyramide démographique, comment elle évolue. Clairement, les gens ont de moins en moins d'enfants. Là. Ça peut être pour des raisons financières, évidemment, mais des raisons aussi de mentalité collective. Tu sais, si tu peux jamais amener tes enfants avec toi, ou si tu as le droit de les amener à quelque part, on te fait sentir coupable. Des nuisances. Ben là, c'est ça, des nuisances. Là. C'est pas des rats, là, c'est des enfants. Tu sais, oui, ils vont crier, ils vont hurler. Il y a un seul endroit, un restaurant où on est allé cette semaine. Là, une dame avec ses 2 enfants, peut-être 5 puis 6 ans, la serveuse a amené une feuille de papier avec des crayons. Des crayons, pour faire c'est des ça. Ça a été le seul endroit. Une fois, on est resté ici une semaine, on a mangé presque toujours au restaurant, une seule fois, tandis que chez nous, c'est systématique. C'est systématique. Les crayons sont déjà sur la table, là. Tu sais, C'est ça. les crayons-là oui. sont sur la table. Là. On n'a même pas besoin d'y demander. Là. Non, C'est, mais quand tu restes ici tout le temps, tu remarques, à un moment donné, on remarque plus ça tellement qu'on vit là-dedans. Mais quand tu es quelqu'un comme toi de l'extérieur, c'est des gens qui vont à l'extérieur ou qui vivent à l'extérieur qui nous font des remarques de même. Ouais, on voit les bobos tout de suite. Hein? Je sais pas, c'est pas le seul. Genre, Le coût de la vie, j'imagine que ça te marque un peu aussi.
C'est assez particulier. Là. Je m'y attendais par contre, là, mais une poutine à 20-25 piastres, là, c'est... Ouais, je me souviens de mon époque quand j'étais un jeune adulte, on venait des bars à 3 heures du matin. Oui. Là. C'est quelque chose, là. Puis ça va en augmentant aussi, là. C'est, encore une fois, c'est financièrement parlant, on en parlait avant le début du podcast. Des parents, ça c'est un peu dans l'arrière-pensée de tous les parents, lorsqu'ils ont des enfants, ils espèrent, ils ont l'espoir que leurs enfants vont avoir une meilleure vie qu'eux. Oui, c'est ce qu'on veut. Ça a toujours été comme ça dans le passé. C'est l'histoire du monde. Puis là, c'est peut-être au Québec, en Occident, la première génération où les enfants, ils n'auront pas probablement un accès à l'immobilier, avoir leur propre maison. En matière de travail, c'est encore un peu incertain quel genre de travail ils vont pouvoir avoir. Ça, c'est. Puis encore une fois, les gens ne voient pas ça. En fait, où tu leur fais remarquer, puis ils vont dire ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça ne va pas plus loin que la Il n'y aura simple pas de constatation. Les gens ne changeront pas leur comportement. Ils vont retourner au restaurant aujourd'hui, puis s'il y a des enfants qui crient, ils vont encore faire Ils sont tannants, c'est ça. c'est ça. Mm. Ou des enfants. C'était un peu spécial. Donc, une semaine. Là. Donc, puis là, je disais à tout le monde, on rentre à la maison tout à l'heure. Là. Ouais. Et la maison, c'est plus ici. Non, je là. comprends très bien. Mais c'est un choc pareil. De se faire dire ça, ça devrait être un choc pour nous autres. Là. Parce que quand j'en ai glissé un petit mot, là, c'est 1,3 enfants par femme au Canada, le taux de natalité. Au Québec, c'est 1,5. Oui, il faut avoir de l'immigration pour venir baquer la patente. Oui, ça prend de l'immigration. Mais ça ne peut pas durer. Là. Ça peut pas durer. Puis ce qui arrive, c'est que on est dans un pays socialiste où il y en a des services. On va dire qu'il n'y en a pas de services. Là. Il y a des garderies, il y a des ci, il y a des ça. Mais ça va plus loin que ça, justement. Ça va plus loin que ça. T'as bien beau donner des services, t'as bien beau peut-être donner plein d'avantages des fiscaux, mais ça va plus loin que ça. De vouloir, justement, fonder une famille, avoir ton chez-soi. À un moment donné, cette espèce d'idéal-là, là, on dit une espèce de rêve américain, si on peut dire, une espèce de rêve américain d'avoir ton lopin de terre, puis de pouvoir être indépendant, de pouvoir justement fonder une famille, puis comme tu viens de le dire, que tes enfants aillent mieux que toi. Une espèce de vision positive du futur, ça, il faut que ça revienne, sinon ça va être terrible. L'autre chose aussi, si la cellule familiale est en train de se décomposer, qu'est-ce qui va rester dans la société? Il va rester le gouvernement puis l'individu. L'individu isolé, oui. Puis quand il va avoir un problème, il va juste être en mesure de se tourner vers l'État, vers le pouvoir. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de... C'est ça, exactement. Ça, c'est pas sain, là. Alors qu'aux États-Unis, la cellule familiale, on a bien beau critiquer les États-Unis, ils sont hyper conservateurs, la famille joue un rôle trop important. Oui, mais ça joue un rôle fondamental parce que c'est un rôle tampon entre l'individu et l'État. Donc, l'individu ne dépend pas uniquement de l'État. Puis ça lui donne une marge de liberté aussi, là. Tu sais, quand tu es ici au Québec, tu n'as pas de famille, tu es malade, tu te tournes vers les hôpitaux, vers les médecins, puis advienne que pourra, là. Tu vas être servi, tu vas être traité comme c'est un coup de dé, là. Tandis qu'aux États-Unis ou au Kazakhstan, par exemple, où comment ça fonctionne là-bas? La cellule familiale, c'est hyper important. Très important. C'est très, très, très important. C'est la cellule c'est l'entité qui est la plus importante, là. Au-delà, bien davantage que l'État. Donc, lorsque quelqu'un est malade, a besoin d'aide financière ou quoi que ce soit, ça cogne aux portes, là, des cousins, des petits cousins, les mononcles, les matantes. Puis c'est normal. C'est normal de venir donner un coup de main. Lorsqu'il y a des repas familiaux, par exemple, et un enfant se fait mal, ça se met à pleurer, là, les gens ne vont pas se retourner puis en sifflant, en se disant j'espère que ça sera certainement pas moi qui va s'en occuper, puis j'espère que quelqu'un va le faire parce qu'il m'embête avec ses pleurs. Tu vas avoir tout de suite 2-3 babouchkas qui vont les ramasser le kid puis s'en occuper. En fait, dans des repas familiaux comme ça, là, tu vois tes enfants disparaître. C'est les cousins, les mononcles, les matantes là, qui partent avec le kid dans le salon. Puis tes pères pendant toute la soirée puis ont du plaisir à jouer avec eux autres. Puis pour eux, c'est normal là, de tisser des liens comme ceux-là. Là. Et pour les enfants aussi, dans le fond, c'est bien parce que là, ils apprennent à côtoyer des
des étrangers et à interagir avec du monde. Là. Ben oui, puis tu sais, ils appellent tout le monde mon oncle ou ma tante. Là. C'est ça. Oui, les c'est personnes ça. un peu plus âgées, c'est toutes des mononcles. C'est tout des mononcles, c'est ça. Tu sais, le lien officiel, il est un peu perdu, mais... Ça fait penser à nous autres quand on était petits un peu. Ben, Ben, tu sais, oui. les soupers là, du jour de l'an, Oui. mes grands-parents me racontaient, tu sais, mon grand-père, c'est le premier d'une famille de 21 enfants. Tu sais, puis ma tante, encore cette semaine, elle me racontait, tu sais, on dansait dans le salon. Puis tu sais, c'était festif, là, on avait du plaisir à se réunir. Puis là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la disparition de la cellule familiale, ça laisse l'individu isolé par rapport à l'État. Ma tante, elle me disait, ben ouais, mais tu sais, mes enfants, ils ont des enfants. Puis même mes petits-enfants, il y en a un qui a eu un enfant. Puis là, ben, c'est difficile de se réunir en famille au même endroit. Faut trouver un moment qui convienne Oh, à tout le je monde. comprends. Mais tout le monde habite dans la région de Québec. Mm. C'est pas comme si l'un habitait à Vancouver, puis l'autre au Kazakhstan. Puis évidemment, là, c'est difficile de se réunir dans la même ville. Tu sais, ça devrait aller de soi à Noël, au jour de l'an. C'est familial, on se réunit. Pas obligé de danser des rigodons dans le salon, là, mais tu sais, ça devrait aller de soi. Là, les gens, ils doivent se casser les cheveux en quatre pour essayer de trouver le bon moment, puis ça va juste être là, 3 heures parce qu'ils ont d'autres obligations. C'est, tu sais pas, sociologiquement, je vois évoluer ça, là, la société québécoise, puis c'est vraiment pas pour le mieux. Tu sais, puis on parle beaucoup, on est solidaire au Québec, on est une société très solidaire. Pas parce qu'il y a des problèmes sociaux que les gens sont solidaires. Les gens sont au contraire extrêmement égoïstes et individualistes. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Puis encore une fois, ben non, on peut pas dire ça, là. Voyons, les soins de santé sont gratuits. T'es comme, you don't get the point, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Quand tu vois des gens qui font sentir des parents mal parce qu'ils ont des kids, Non. puis les gens qui faut se fassent tirer l'oreille pour assister à des soupers de famille, là, ça, c'est le reflet d'un individualisme très, très, très profond, là. Oui. On continue la discussion après? Tu veux dire dans le prime? Dans le prime, exactement. On va parler un peu justement de la vie au Kazakhstan, en fait, compte, justement, le système de santé, les affaires, les salaires, puis comment ça fonctionne un peu chez vous. Jeff Fillion. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Denis Boucher, le docteur... Regarde, je vais le dire dans mes mots, le docteur pas fin. T'es tellement gentil avec moi, Non, mais le docteur pas fin. Non, mais le docteur pas fin, c'est... C'est vrai que c'est rare, hein? Le docteur, c'est toujours, ben non, ça va bien aller. Puis lui, Oui. c'est toujours, non, ça va mal aller Oui, si tu continues. il est là pour te réconforter. Oui. Il t'explique, là, ça veut dire que ça va bien aller. Là, tu as un docteur qui dit pèse-toi là, puis pèse-toi le 2 janvier. C'est sûr que ça va être plus. C'est ça, le docteur pas fin. Si c'est pas plus. C'est le temps des fêtes, on mange, tabarouette. Ben oui, on mange. Ben, On boit? écoute, moi, je suis là aujourd'hui pour encourager nos dodus à engraisser pendant le temps des fêtes. Ah, ok, t'es encourages. Ben oui, parce qu'en janvier, ils vont me revenir encore plus gros. Oui. Et c'est là qu'ils vont s'inscrire en grosse quantité. Tu me décourages. Non, mais Mais hey, avoue, c'est le même pas- depuis des années. Oui. Je comprends, là, mais dans la réalité, Christophe, tu manges là. Mettons que tu es chez vous, là. OK? Oui. Tu peux faire attention un peu, mais le lendemain soir, tu vas chez le beau-frère, là, c'est de la grosse bouffe. Puis après ça, c'est le vin qui coule à flot. Puis après ça, là, tu dis, non. Mais moi, je vais manger juste une petite tranche de dinde, puis 2 brocolis, puis un demi-verre de vin, puis j'arrête. Tu sais, en réalité, Il y a un millier. Doc, en réalité, Christophe a le temps des fêtes. En réalité, c'est là, pendant On le est- temps des fêtes, tu reconnais les obèses éternels. C'est ça, il est rough. Qu'est-ce que je te dis? Il me donne pas de chance. Mais c'est ça. Non. Parce que c'est la gratification immédiate. Puis si ça vous tente, là, hey, avez-vous vu mon podcast Les Porcinets de Noël? Non. C'est sur Ouais. YouTube. Ben, c'est sur YouTube, c'est sur mon podcast. Arrête. Ben oui, où j'insulte Les les gros Porcinets de Noël. que je fais toutes les années depuis 20 ans. Ben oui, moi j'aimais beaucoup Porcinet, parce que c'est un Oui. personnage de Winnie l'ourson. Carrément. Quand les enfants ils étaient petits, ils écoutaient les bandes dessinées, t'as Winnie, là, puis le petit bonhomme, puis t'as Porcinet. Ben oui, mais ça, là, vu que Jeff n'est pas là, je vais dire que c'est de sa faute, les Porcinets de Noël, parce qu'à l'époque, à XM 172, Oui. quand, à un moment donné, je me suis dit, hey, il faudrait que j'insulte les gros pendant la période de Noël. Comment je pourrais innover? Et c'est là que m'est venu
le titre sublime, les porcinets de Noël. Ben oui. Et là, je pars et je te les plante bien solides. La gratification, ben, c'est ça le gros à Noël. Lui, il se souvient pas que pendant l'année, il y a eu plein d'excuses. Il a fait attention, en réalité, peut-être 2 semaines pendant l'année. Puis après ça, il n'a pas fait attention. C'était à Pâques, c'était à la fête de son chum, la fête de sa blonde. C'est sûr Il a mangé tout le long. Puis là, le vendredi, c'est le samedi, c'est le dimanche. Puis là, il arrive Noël, ben, c'est la gratification immédiate. Oui. Tous les petits porcinets se ramassent ensemble, puis il est heureux, fait Ben qu'il oui. bouffe. C'est ça. Mais donc, le gros éternel, il n'y a pas de contrôle de soi. OK, c'est le gros éternel. Oui. Ah oui. L'obèse, tu sais, ça va rester tout le temps. Là. Pensez-y, 66 % de la population est obèse ou en surplus de poids, c'est pas pour rien. Et là, c'est toujours, oui, mais je comprends pas pourquoi j'engraisse. Ben, c'est parce que je vais te l'expliquer, moi. Il n'y a personne. Non, pensez-y, les gars, il y a un gars qui explique l'obésité comme moi, sa planète? Non. Non, Ah non, c'est ça. tu le dis même dans tes pubs. Tu me disais qu'il y en a qui t'appelaient, des clients, Oui. qui me disaient que tu étais rough dans tes pubs. Oui, mais qui T'es aime rough. ça. Oui, Ah je oui, suis il aime rough. ça. Je suis Mais rough. ça a toujours été ton style. Tout le temps. T'as toujours été rough. Là. Oui, et je pense que c'est un bon moyen d'éducation. Oui. Si t'es doux, tu fais pitié, mon petit gros. Ouais. Tu manges trop. Oui. C'est pas de ta faute si t'es gros. Chris, c'est pas vrai. Si t'es un gros cochon, si tu bouffes comme un porc. Ben, c'est ça la réalité. ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Oui. On va écouter ta dernière pub parce Vas-y. que je vais rien te donner un exemple pour les OK. pirates qui. Merci. Mon de Dieu, au lieu d'engraisser pendant la période des fêtes, pourquoi ne serais-tu pas courageux cette année? D'ici le 15 décembre, tu peux t'inscrire à mon programme Maigrir intelligemment et choisir ta santé et non un infarctus. Toutes les infos sur denisboucher.com. Mais celle-là, je trouve qu'elle n'est pas si pire. Il y en a Et des moins pires. pire, il y en a Ah des oui, il y en a pires. des Ben, il y pires. en a un qui m'a appelé, il a entendu infarctus, il dit Denis, ça m'a punché direct. Ah, là. je comprends. OK. Il dit c'est vraiment ça, là. Il dit tu nous mets la réalité en pleine face. À un moment donné, tu fais un choix, là. Mais il n'y a personne d'autre qui te met la réalité. Tu sais, on est rendu là. C'est pas de ta faute, c'est ton métabolisme qui est résistant Ouais, à t'as la des perte gros de os. poids. Ça n'existe pas, un métabolisme résistant à la perte de poids. OK? On te met ça dans un pub avec un faux docteur. C'est juste de la merde, c'est pas vrai. C'est une réalité, c'est ça. Au restaurant, là, Ouais. dans le temps, Dans le temps. moi j'avais remarqué quelque chose. Vas-y. Regarde, je vais expliquer mon histoire. Moi, dans ma vie, quand j'ai connu ma femme, il y a 37 ans, moi, j'étais un grand mince. Ouais. Ben, Ah, moi, j'étais un grand mince. tu l'as connu il y a 40 livres, en fait. Non, mais... 65, OK, OK. 65, non, non, 60. j'étais un gars qui pesait à peu près 190, 200, là, mais mince. là. Mais Wow. j'étais Ben oui, grand. pour 6 pieds 2, 6 pieds 3. Ça, c'est 2,5, quasiment 3. Bon. Donc, j'étais un grand mince. C'est pour ça que j'ai engraissé. Je l'ai fait 3-4 fois, ça. Tu veux dire, là, ça fait bout de temps que je ne l'ai pas fait. Mais, mais moi, ça m'a toujours passionné au restaurant. OK? Puis, je vous le dis ce qui s'est passé pour vrai au restaurant pendant des années. Les gros monsieur, Ouais. ils vont au restaurant puis ils vont manger. Parce qu'on comprend là, les autres, ils vont manger. Les grosses madames, Mange la clisse de salade. ils mangent, ils font. Les grosses madames, ils ont le menu des mains, puis ils veulent une petite soupe, et là, tu dis c'est un potage. Non, ça, c'est comme trop. Ils prennent une salade. Je peux-tu avoir un petit peu de jambon dans ma salade? Mettez juste un petit peu de jambon. Pas trop- Elle pas trop de elle ne vinaigrette. mange pas de pizza. Ah, mange Non, pas de non, pizza. Elle ne mange pas de non. pizza, mais elle veut avoir une salade avec un petit peu de jambon dedans, un petit peu de protéines. Mais tabarouette, t'as le derrière comme un camion. Ouais. Hum. Puis tu manges pas. Quand tu arrives à la maison, c'est la boîte de Laura Socor qui va sauter. OK, on s'entend-tu, là? Exact. Mais pourquoi que le gros bonhomme, lui, quand il arrive au restaurant, il dit « Mets-moi double extra bacon sa pizza. Puis je vais en prendre une 12 pouces. Pas une 10, je veux une 12. » Puis la madame, elle veut de la salade avec un petit peu de jambon. Mets-moi une petite pincée de piment vert dessus. Mais en réalité, Christophe, elle en mange la pizza double pepperoni. Ah oui? Mais en public, non. Parce Mais ça m'a toujours... Ça m'a toujours Hey, c'est chicoté. peut-être ancestral. Parce qu'à l'époque, Ouais. les hommes qui étaient gras, c'était de la prospérité. Ouais, mais il y a eu une OK. période que les madames plus grasses Oui, aussi. oui, Une oui, période. effectivement. Hmm. Mais on est rentré, à un moment donné, les mannequins ultra maigres sont arrivés. Ouais, ouais. Tu parles de ça, mais imagine quand nous autres, on fait un souper, là, Hmm. puis que ma femme invite ses amis de filles, Oui. là, ils savent ce que je fais dans la vie. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font?
Il n'y en a pas une crise qui mange. Oh non, Denis, tu m'as mis moi, je fais ma pizza, je fais ma pâte, je fais Oui, tout. tu fais ça. Oh, Denis, je mets une petite pointe de je pizza. sais, là. oui. Oh, Denis, t'es vraiment trop grosse ta pointe de pizza. c'est ça. Hey, t'as le cul large de même, puis tu me Tabarouette. fais croire que t'as pas faim. À soir, 11h, tu te fais venir une 16 pouces, tabarnache. Ah, ouais, Puis t'as non. mangé 2 boîtes de Laura Socor sur ton émission de Netflix. Ouais. Puis Criff, la boîte de pépites de chocolat vient de... Chris, tu dois manger à un moment donné. Oh, mais, exact. mais ce que je veux dire, c'est pourquoi tu te caches de ça? Ils Mais veulent pas l'entendre. Ils veulent pas savoir pourquoi ils sont grosses. Ils veulent être gros C'est en cachette. l'autruche. C'est ça. Ils veulent être gros en cachette. Ça peut pas être de leur faute, leur perte de contrôle pour l'alimentation. Ouais. Hey, il y a une Mais amie... c'est ce bout-là, je comprends pas. Moi, je suis toxon. Ben, parce que Chris, je mange beaucoup puis je bois beaucoup. J'avais jamais remarqué Oui. ça, t'étais toxon. Non, mais pourquoi tu... Il n'y a pas de cachette, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cachette. Tu fais moins d'exercice. Moi, je fais moins d'exercice que je faisais et je mange beaucoup. Oui. Puis mais je bois beaucoup aussi, là. T'sais. Mais Oui, mais la femme veut pas se faire dire qu'elle est grosse et qu'elle bat des défaites, là. Tu comprends? Puis elle veut pas, surtout pas savoir que c'est de sa faute. ouais, mais c'est pas en commandant une demi-salade avec 2 pincées de jambon que tu fais. Christophe, Elle se rassure, Jerry. Elle tente de démontrer au monde Oui. qu'elle est grosse, mais que ce n'est pas de sa faute. C'est ça. C'est Ah, ça, c'est ça, c'est l'histoire. les apparences. C'est une histoire d'apparence, tout simplement. Ma femme invite une de ses amies à la maison, OK? Et elle me dit un jour, « Denis, est-ce que je peux te poser une question sur ma santé? » Et là, je fais « time out ». Puis j'ai dit, « Écoute, j'ai dit, si tu me poses la question, tu vas avoir une vraie réponse. Oui. OK? Est-ce que tu veux vraiment me poser la question? » Elle dit, « Oui, Denis. » Là, je comprends pas. C'est parce que je monte les escaliers puis je commence à être essoufflé. C'est pas compliqué. T'es obèse et tu fumes. Ben, coudonc. Ça a été... La conversation s'est terminée là. ben, c'est Fait ça. que Là. là, après, ça a été à demander à ma conjointe, est-ce que Denis m'aime? Ben, ça n'a aucun rapport. Tu Non, m'as non. posé une question. C'est pas tu que je l'aimes t'aime beaucoup. pas. C'est que tu m'as posé Non. une question. Oui, c'est la c'est une réalité. réponse. T'es obèse, t'as le ventre ça d'épais en avant, puis tu fumes. Hmm. Hein? Puis aujourd'hui, récemment, c'est payé un cancer du poumon. Ah. Bravo, c'est extraordinaire, hein? Tu sais? Non, Puis, ça, hey, faut que ça arrête. tu sais, le monde. Ben, hey, je comprends. Mais c'est à un moment donné, ça veut dire, moi, c'est ça, c'est cette espèce de cachotterie-là. Quand c'est la fête, là, c'est la fête de quelqu'un, là. Il y a un gâteau de fête, là. Ben, Donne-moi-en juste un petit morceau. Ah, juste un petit morceau. Arrête ouais. donc. Prends-donc une pointe comme tout le monde. esti. ben, garde, Jerry, Christophe, je vais tu vas le manger au complet, le gâteau, sur le dos tourné. Là. Ouais, ben oui, oui, mais c'est un peu à l'époque. Oui, arrêtez, là. C'est un peu à l'époque, voyons donc, les gars qui n'avaient pas de cheveux sur la tête, puis qui se laissaient pousser à la couette sur le côté de la tête, Oui. puis ils repassaient par-dessus Comme René le Lévesque. crâne, comme René Lévesque. Oui. Ils pensaient que personne n'allait savoir qu'il était chauve, tu sais. Oui, Oh, c'est oui. ça. Fait qu'ils essayaient de sauver les apparences. C'est toujours ça, là. Oh, ouais. C'est toujours toi face à toi-même. Assume-toi, Christophe. Ah, oh, Moi, oui. je comprends. Là. Hey, puis écoute, comment j'en ai eu, moi, au fil des années. Denis, je fais ton programme, je comprends pas pourquoi je maigris pas. OK, t'as un peu, je vais dans le journal alimentaire. OK, une journée, tu es à 800 calories. Le lendemain, tu es à 3200 calories. OK, tu fais pas le plan, là. Oui, mais Denis, c'est parce que moi, je pense que des fois, je devrais moins manger. Non, c'est que tu devrais juste manger équilibré et ça fonctionnerait. Là, tu te comportes comme une grosse cochonne, puis c'est ça la vérité. Non, mais les gars, quand vous l'avez d'un dent de même, là, qu'est-ce qu'on fait? toi, à un C'est une moment donné, thérapie de la réalité. Je comprends, mais toi, à un moment donné, tu as décidé d'être, Moi-même. oui, Oui, un peu c'est- méchant. Ça veut dire, Non. à un moment donné, tu as décidé de le dire, ça. Oui. Parce que c'est ta marque de commerce. Moi, je suis sarcastique. J'aime le sarcasme. Moi, j'adore J'aime ça. la Moi, caricature. j'adore ça. Puis les gens rentrent dans mon programme. Mais voyons, Denis, c'est parce qu'on te reconnaît pas. T'es bienveillant, t'es gentil dans le programme. Oui, je le sais. Dans le programme, je suis pas là pour te déboîter. C'est juste que moi, je veux te donner un coup de pied dans le cul. Oh, ouais. Et puis je me donne un swing bien comme faut. C'est ça. Paf! Tu l'as, puis là, tu fais un pas par en avant. C'est ça que je veux. Et aussi, une autre affaire qu'un des pirates m'a appelé, il me parlait d'une de mes pubs. Il dit, qu'est-ce, Denis? Il dit, le monde doit taillir. J'ai dit, oui, il y en a qui maïssent, mais ça a un avantage. J'ai décidé de choisir ma clientèle dans la vie. Moi, avec mon langage, ceux qui viennent, c'est ceux qui ont les couilles de s'impliquer. Exact. Ils ont accepté que. Oui, Mm. exactement. Et là, ça a tout éliminé. Ce qui me pue au nez dans la vie, là, c'est les géniards et les pleurnichards.
À une époque, j'ai failli fermer ma business. Parce que j'avais plein de petites grosses, géniardes, pleurnichardes. C'était pas de leur faute. Les émotions à l'envers. Ils m'écrivaient 5 fois par jour parce qu'ils avaient pété à gauche au lieu de péter à droite. Puis il y avait une petite émotion qui était montée, puis il y avait de la grosse pépine. Ah si, j'étais plus capable de les sentir. Fait que là, j'étais arrivé à ma conjointe, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je ferme-tu la business, puis je vais faire d'autres choses. Je suis plus capable de les sentir. Jusqu'au jour où j'ai exagéré mon langage pour toutes les éliminer. Je comprends. Et là, tout ce que la clientèle que j'ai, c'est de la clientèle avec qui j'ai du fun. C'est ça. Oui, je comprends. Oui, exactement. À la base, ils sont plus forts. Là. C'est ça. Fait qu'ils correspondent à ma personnalité. Ah oui. Ils sont capables de m'endurer. Ils comprennent le sarcasme. Ils comprennent le deuxième niveau. Mais la gang d'épais qui ne le comprend pas, je ne veux pas vous avoir comme client. Non, je comprends très bien. Sinon, Christophe, t'en sortiras jamais. Parce que, mais tu as raison d'avoir une approche de même, parce que les problèmes qu'ils ont, c'est quand même des problèmes graves. Dans le sens que si tu veux les régler, il faut que tu sois sérieux. Sinon, carrément. c'est ça. Oui, parce que moi, je le dis qu'il y a toujours 3 étapes. T'engager envers toi-même, comprendre le fonctionnement de ton métabolisme, puis persévérer. Il n'y a pas grand monde qui va avoir ces 3 caractéristiques-là. Ça veut dire que, 1, tu te dis, OK, j'ai plus d'excuses, je le fais. 2, je m'investis pour comprendre comment mon corps fonctionne. Puis 3, il faut que je change mes comportements. Puis ça veut dire que je les maintiens jour après jour pour le reste de ma vie. C'est le seul moyen que tu as d'avoir une réussite. Parce que si t'es rendu à l'hôpital à cause de justement que tu t'es pas rendu là, tu t'es pas rendu à prendre soin, ben là, il est comme un peu tard. Oui. Dans le sens, essaie donc pas de te rendre à l'hôpital. Je te résume mon podcast que j'ai mis ce matin en ondes, OK? Qui s'intitule « Découvre qui est la mauviette ». OK? On reste dans la même lignée. OK? J'ai J'ai le gars de 50 ans. Oui. Ça, c'est une histoire vraie. Je l'ai caricaturé, mais l'histoire est vraie. J'ai le gars de 50 ans. Denis, j'ai mal au dos. Qu'est-ce que je devrais faire? Bien, 1, tu devrais maigrir. Et 2, je vais te montrer un exercice que tu vas faire une fois par jour. Ça va te prendre 5 minutes. Ça va nettement t'améliorer. OK. Moi, Denis, je sais pas faire de l'exercice. Non, j'aime pas ça. Pas capable Puis de me motiver. maigrir. Là, c'est un étirement, quelque chose? Oui, c'est un étirement. Un étirement de base. Mais il veut pas le Tu faire. n'envoies pas Criff à faire le tour de du pâté de maison à la course. Là. Tu comprends? Mais c'est juste un exercice sur une chaise à terre? Ou, Oui, c'est un ballon. Chez eux. Tu peux faire ça chez eux. Oui, ils peuvent faire ça chez eux. Tu comprends? Et là, j'ai l'ami de mon père, 89 ans, feu mon père. Il est au gym 3 fois par semaine. OK, 89 ans, au gym 3 fois par semaine. Il me parle, il dit, Denis, j'ai mal au dos. Qu'est-ce que je... Tu sais, je regarde son dos, je fais une petite analyse rapide, je vais te montrer un exercice. 3 semaines plus tard, le mal de dos n'est pas disparu à tout jamais. Quand il revient, il fait l'exercice, le mal de dos s'en va. Il est fonctionnel, il est capable de travailler dans son atelier. Mais 89 ans, le gars fait son exercice à tous les jours. Il s'achète un ballon puis il le fait chez eux. Et tu as l'âge de 50 ans qui se plaint de son mal de dos et qui veut rien faire. Ça, c'est notre société moderne. Les mauviettes de la société moderne. Et il y en a plein. Ben, il veut une pilule pour enlever le mal. Oui. Il prend 3 Advil, pas tant de choses. Advil, comment dire, pour les muscles. Là, pas trop. Les pilules. Peu importe. Robax, patente, là. Il y a très longtemps, je travaille dans ma compagnie qui s'appelait Whittam et Boucher à l'époque. Okay? On a des contrats avec des compagnies d'assurance. Et moi, ils me demandent d'établir un réseau de médecins qui va faire des évaluations et on fait de la réadaptation. Ce qui fait que moi, je me ramasse avec 12 médecins dans la province qui font des évaluations, on renvoie les évaluations médicales et on propose des plans de réadaptation. Il y a une partie que je fais avec un de mes collègues qui est en médecine sportive. Et là, on reçoit une patiente qui a de l'arthrose au dos. OK? Et le médecin l'évalue. Il dit, madame, c'est de l'arthrose, il y a des douleurs, c'est pas dramatique. Denis pourra vous prendre en charge pour un programme de réadaptation. Quelle était sa réponse? Vous m'enlèverez pas mon arthrose! Hein? Bien, madame, c'est parce que le médecin il a dit on vous enlèvera pas votre arthrose. On va vous donner des outils pour renforcer votre dos, la musculature de votre dos. Vous pour que ça soit moins pire. Vous redonner de la mobilité, diminuer la douleur et vous ramener au travail. Vous m'enlèverez pas mon arthrose! Va chier! Mais c'était quoi son point? C'est parce qu'elle pensait... C'est parce que son point, je sais pas, mais c'est parce qu'elle voulait pas retourner au travail. OK, Elle était à ses assurances collectives. Ben voilà. Voilà. J'avais pas. Excuse-moi. Ça fait ton affaire. Oh oui. Là, ça fait ton affaire. Puis, by the way, prendre une coupe de pilules, c'est facile, mais si tu lui dis, tu l'assises sur un ballon pour y faire étirer un peu le dos, elle ne voudra pas. Non.
Hey, un autre lâche dans je des dis ça de compagnies même. d'assurance, là. J'ai une cliente qui a une tendinite de Kervin. La compagnie d'assurance me l'envoie pour l'évaluer. Elle voit le médecin, puis de l'évaluer pour réadaptation. Fait que je dis à madame, j'ai dit, imaginez que sa main droite est correcte, puis sa main gauche, c'est la tendinite dans le pouce, OK? Fait que je lui amène une tasse. Je dis, madame, pourriez-vous prendre la tasse de la main droite? Fait qu'elle prend la tasse de la main droite bien correcte parce que ça va bien. Je jase avec, je la distrais. Pourriez-vous prendre la tasse de la main gauche? Sans s'en rendre compte, elle prend la tasse bien correctement. Puis quand elle se rend compte qu'elle la tient bien puis qu'il n'y a pas de douleur, là, elle commence à shaker puis elle commence à... Rapport, la patiente fait semblant. C'est retour au travail. Tabarouette que t'es déplaisant, j'adore ça. Oui, hey, j'avais mon bureau des évaluations, les mots de dos, là, quand pour les compagnies d'assurance, les gens ne s'en rendaient pas compte, mais ma fenêtre, puis c'était volontaire, ma fenêtre donnait sur l'allée. Fait que Quand le monde arrivait. Quand le monde arrivait, fait que le monde arrivait dans le « Oh, j'ai mal au dos! Puis là, il boitait dans mon bureau, Puis tu le voyais bien que la mobilité était là, puis ça faisait pas de sens. Fait que là, il sortait, mais il marchait bien correct. Rapport à l'assureur, patient, sorti, bien correct, goodbye, retourne au travail. C'est incroyable. Ah, il y en a des abuseurs. Puis, as-tu, tantôt, quand vous parliez de pilules, là, est-ce qu'on est un peuple qui s'en va facilement vers les pilules? Oui, parce que c'est la seule solution. Les gens ne veulent pas se prendre en main. Ouais. Tu sais, il y a un école qui me demande pourquoi les médecins ne disent pas. Ben, qu'est-ce que tu penses? Le médecin les disent. Mais quand le patient il est lâche, il est rendu diabétique, des maladies cardiaques, cholestérol élevé, puis il ne veut pas changer ses habitudes de vie. C'est les pilules. C'est les pilules. Qu'est-ce que tu veux que le médecin fasse d'autre? Il ne peut pas le faire à sa place. Non, je comprends. Hey, moi, j'ai une médecin, quand j'étais à Polyclinique, mon premier bureau était à Polyclinique des Ponts à Saint-Romuald. Il y a une médecin qui était là. Elle dit, là, je crisse mon camp. Elle dit, je m'en vais en santé publique. Elle dit, je suis plus capable de les sentir. Ils sont gros, ils sont diabétiques. Tu leur dis de faire attention à leur bouffe. Ils reviennent, ils sont encore plus gros. Je veux plus rien savoir. Fait que ta problématique quand tu es médecin, que tu veux faire de la prévention, c'est que tu fais face à des gens qui veulent rien changer dans leur vie. Moi, l'avantage que j'ai de faire une clinique privée au niveau de la perte de poids, c'est que je choisis ma clientèle. Toutes ces lâches-là, je ne les veux pas parce que tu perds ton temps, tu t'épuises à essayer d'amener aux gens des solutions qu'ils n'appliqueront jamais parce que leur but, c'est la gratification immédiate, revenir à la maison, s'effoirer dans leur sofa puis bouffer. Hey! Encore plus longtemps, vous en voulez des lâches, OK? Il y a très longtemps, je suis engagé par une compagnie pharmaceutique pour prendre en charge les gens qui prennent un médicament pour éliminer l'absorption des gras par l'intestin. Ça va? Elle voit le médecin me l'envoie ensuite. La femme rentre dans mon bureau, elle s'assoit, puis elle se met à pleurer. Voyons, madame, parce que qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le médecin, tu étais méchant avec moi? Elle dit, non, elle dit, je viens vous voir pour la suite là, de la perte de poids avec le médicament. Ça veut-tu dire que je pourrais pas prendre mon sac de chips à tous les soirs? À tous les soirs? Ah, t'as dit ça de même? Ouais. Puis elle broyait. Elle broyait. Puis c'est là que j'ai compris que c'était fini. Moi, j'étais fleur bleue. J'étais naïf dans le temps. Tu sais, remonte ça à 20 ans. Je pensais que je pouvais aider tout le monde. Denis Boucher, naïf. Ouais. C'est ça? Mais c'est là que ça a commencé. Hey, j'ai le petit gros qui rentre. Il fait 1m70. OK? C'est un bocu comme moi, là. Ouais. 1m70. Il a un tour de taille d'1m67. OK, lui, OK. Puis lui, la question, c'était c'est toi qui vas me faire maigrir? C'est lui la sphère. Ouais, c'est lui la sphère. C'est lui la planète Terre. Mais c'est là que tu dis, wow, on est confronté. Là, c'est chiant ce que je vais vous dire, là, avec une maudite gang d'imbéciles. Et on leur fait croire que c'est pas de leur faute avec toutes sortes de pubs. On est confronté à des lâches, des gens qui ne voudront jamais rien changer, des gens qui n'ont pas la capacité de changer, des gens qui ne veulent pas changer. Et on met tout ce monde-là dans un package puis on leur dit, c'est pas de ta faute avec des belles petites pubs. C'est ton métabolisme. Il veut résister à la perte de poids. Il veut revenir au poids que tu étais avant quand tu étais gros. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la littérature scientifique. Je me demande qui fait ces foutus pubs-là. C'est un monde assez weird. C'est pour ça que très scindé, une clientèle très pointue dans mon cas, très nichée. Puis ça me permet de vivre heureux, de pouvoir insulter le monde. Oui, puis ça marche. Oui, ben effectivement. Nous autres, on va mettre... ça va être tout pour le doc dans le live, mais on continue avec lui dans le prime. Puis tu nous as dit que tu voulais nous parler du maire marchand. Si vous voulez entendre ça... Non, mais avant ça, il va nous apprendre à bien pisser.
Ouais. Ah oui? Oui. Dans le Prime. Est-ce que tu sais bien pisser, toi? Je sais pas. Non, on va l'apprendre. OK. Jeff Fillion. Every hour. Juste du bon stock. Radio. La grève des profs qui en finit plus, là, c'est incroyable. Là, Puis, fiston, moi, il est professeur. Il commence à être tanné. Il s'est pogné quasiment une autre job ailleurs, là, mais il est vraiment, vraiment tanné. Puis qu'est-ce qui est spécial, c'est que ce que j'ai compris, c'est que sur sa paye qui est à 0, il s'est fait enlever un peu le syndicat. C'est quand même. Oui, mais c'est quand même ta paye est à 0. Normalement, le syndicat devrait être à 0 aussi. Et non, ils se font enlever un petit montant d'argent pour le syndicat. Toi, Max, tu as une idée. Tu veux nous dire quelque chose par rapport à la grève? Pourquoi tu as mal à... Attendez un peu, tant qu'à avoir Max. Ouais. On est aussi bien deux. Hein? And his name is Max Truman. The Truman Show. Max Truman. Maxime Truman. Truman Show. The Truman Show. Max Truman. Actualité et opinion The sportive. Truman Show. The Truman Show. Quel spectacle pareil, hein? Non, mais ça attire de part. C'est vraiment hot. Bon, c'est quoi ton histoire là, avec ton malaise, la grève, les profs? C'est quoi ton histoire? Écoute, Jerry, je veux te raconter une anecdote, mais avant ça, juste saluer les enseignants et enseignantes qui font du piquetage aujourd'hui. C'est comme la pire journée pour faire du piquetage. Il mouille, il fait fret. Je suis allé porter mes enfants à l'école parce que moi, c'est front commun, mais il y avait du piquetage pour d'autres trucs pas loin parce qu'on passe par une section de Montréal. Bref, c'était pas beau. Petite salutation aux profs qui font du piquetage. Oui. J'ai deux malaises, en fait. Puis je vais te raconter mon anecdote en deuxième, Jerry. Le premier, c'est au niveau des dons. Puis ce matin, j'ouvrais le Journal de Montréal, puis on disait qu'on allait faire une autre collecte de dons pour les profs. J'ai lu un autre article, ça avait rapport avec Moisson Montréal, qui disait qu'il avait enlevé le seuil minimum de revenu familial pour avoir accès aux dons alimentaires. C'est 35 000 $ et moins que tu dois faire comme famille pour avoir accès généralement aux dons alimentaires. Puis, tu sais, les profs rentrent à 52 56 000. Ils ne sont pas en dessous de ce montant-là. Je sais qu'ils ont de la misère. Je sais que c'est de paye en paye que certains vivent en 2023-2024. Je sais que tu ajustes tes paiements par rapport à tes revenus, mais j'ai de la misère. Tu sais, il y a des amis qui me racontaient que leurs enfants, les profs, leur ont dit « Hey, cette année, si vous me faites des cadeaux, amenez-moi pas des chocolats, amenez-moi des cartes cadeaux. » Je ne sais pas, j'ai de la misère avec le quêtage pour les profs. Je ne dis pas que je n'ai pas de misère pour les employés de soutien, pour les TES, les éducateurs, éducatrices spécialisés. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne gagnent pas assez d'argent. Mais je pense que comme société, il faut qu'on pleure, puis il faut qu'on ait de la pitié, puis il faut qu'on supporte quand même le vrai monde qui en ont besoin. Jerry, dis-moi si c'est moi qui est vraiment salopard ou aide-moi à cheminer. Non, t'es pas salopard. J'ai vraiment un malaise là-dedans. Non, t'es pas salopard du tout, là. À un moment donné, je veux dire, je comprends, bon, tu veux gagner plus d'argent, mais à la base, puis c'est moi, mon fiston, oui, mais il me le dit, là. À la base, il dit j'ai un excellent job. C'est-à-dire, les échelons qu'il a montés parce que lui a fait l'université. Donc, quand tu as fait tes 4 ans d'université, tu pars à tel échelon par rapport à un autre qui part l'échelon plus bas. Mais quand même, d'année en année, la hausse, je parle en temps normal, là. Ouais. Ton salaire, le travail que tu fais, ça veut dire les conditions de travail. Oui, des fois c'est tough. Lui, il y a des affaires qu'il trouve tough. Ça veut dire certains élèves en difficulté dans ta classe. Oui, mais quand on regarde au complet, là, t'as une belle job. Là. On s'entend-tu, là? T'as une belle job, là. Ben oui, t'as une belle job, puis t'as une job sécuritaire. T'as une sécurité d'emploi, t'as accès à un fonds de pension. Moi, j'en aurais pas. Toi, t'en as. Moi, je sais pas, je connais pas tes finances, Jerry, là, mais tu sais, on n'a pas. Moi, je pars de la restauration. On avait un commerce. Donc, l'argent que j'ai de côté, c'est nous autres qui l'avons mis de côté.
Oui, moi, c'est du vieux gagné. C'est du vieux gagné. Puis moi, quand je mets de l'argent de côté, mais moi, mon employeur, il n'a pas mis de côté. Moi, quand tu mets une pièce, l'autre met une pièce. Non, moi, je n'ai pas connu ça. Là. Moi, je mets une pièce. Moi, je mets 2 pièces. Parce qu'on parle, là, ça veut dire, on s'entend dessus, l'argent. Bon. Fait que quand tu es travailleur autonome, puis. Fait que c'est plate de dire ça, mais ils ne nous font pas broyer. Là. Non, puis, tu sais, moi, chaque année, je vais à Sunny à Montréal. On donne avec ma fille, ça fait 5-6 ans. On donne à des familles dans le besoin des repas de Noël. Ils passent. Il a fallu qu'ils s'inscrivent, prouver leurs revenus. On l'a fait à la fin, qui est à côté de chez nous, dans la Naudière aussi. Il y a toujours un malaise. 90-95% du monde qui se pointe là, ils ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Puis là, tu vas me dire, des fois, ça paraît pas d'un soulier, mais si tu as des gros Nike pas sales, neufs, des fois, j'ai un malaise de te donner une dinde ou un poulet ou d'aller te porter c'est pas ma nourriture, la nourriture de l'organisme, mais il y a toujours un petit malaise. Des fois, tu t'en vas porter ça au char, puis il y a un char de l'année ou 2-3 ans récent, puis tu le ressens. Tu dis rien, tu le donnes pareil, tu juges pas l'autre, tu connais pas sa vie. Tu le dis pas à ton enfant, mais tu donnes quand même, tu prends la nourriture et tu la déplaces là. Mais tu sais, Max, Max, je vais prendre un exemple moi, que je connais bien parce que moi, j'ai été élevé là-dedans. Tu sais, de la restauration. Tu as une période de l'année. Dans la restauration, tu as des certaines périodes de l'année où tu fais la passe. Là. On va le dire, tu fais la passe. Donc, tu as la période, mettons, du mois de décembre où ce que tu fais à passe. Puis le monde a tendance à donner des gros pourboires. Puis tu as une période aussi au printemps où la fin de l'hiver, souvent la restauration, c'est une bonne période parce que le monde sont écœurés l'hiver. Ils se gâtent, ils vont au restaurant. Puis tu as l'été, autrement dit, la période estivale. On s'entend-tu que le monde, ils ont reçu le paye de vacances. Puis là, c'est le mois de juillet, puis ils viennent manger. Mais quand tu es dans des grosses périodes où ce que l'argent rentre, tu es habitué. Okay? Quand tu es dans la restauration, peut-être dans d'autres domaines aussi, tu es habitué de te dire, ben là, moi, je viens d'en faire beaucoup, je vais m'en mettre un peu de côté. Pas ce qu'on peut dire, je vais m'en mettre un peu de côté parce que je vais savoir qu'en janvier, puis jusqu'à Saint-Valentin, je vais crever de faim. Fait que le fricot que j'ai fait en début de décembre, je vais me discipliner d'une manière où ce que j'aurai pas de surprise le 15 janvier pour payer mon loyer. Comment ça, patente? Tu me donnes full fric dans les poches, puis je vais arriver le 15 janvier, il va dire « Ouais, ben là, donnez-moi donc de l'argent, j'ai besoin de vivre. » Puis je vais aller plus loin, Jerry. Encore, tu as 100% raison, mais une coche plus loin, si tu as des REER ou des CELI, puis malheureusement, une année, tu as mal budgété, avant d'aller quémander à la société, aux organismes, j'imagine que tu vas piger dans ton CELI? Oui. Moi, dans ma vie, à un moment donné, dans ma vie, j'étais jeune, là, j'avais accumulé un montant de REER. Quand j'ai commencé dans ma vie, là, j'avais accumulé un montant de REER et à un moment donné, j'ai été squeezé. Pour vrai, là, j'ai été squeezé. Ah oui? J'ai sorti un montant de REER. J'ai foutu 30-35 à l'impôt, je ne sais pas trop comment, mais j'ai sorti un montant de REER pour régler quelque chose dans ma vie. Je l'ai fait, ça. C'est correct, moi aussi, on est plusieurs, là, on est des entrepreneurs, des fois, on ne fait pas nécessairement la meilleure dépense, on met de l'argent de côté, il y a des trimestres qui vont bien, d'autres moins bien, tu parlais de périodisation dans la restauration, mais si tu es enseignant, enseignante, puis tu as vraiment besoin d'aide, je veux dire, si tu es au premier échelon, puis je ne sais pas, tu as fait une mauvaise dépense, tu peux y aller, là. Dans les aides alimentaires, je ne te juge pas. Mais si tu fais 75, 80, 92 000 par année, que tu as des REER puis tu as des CELI, s'il vous plaît, ne va pas dans les banques alimentaires. Il y a des gens qui n'ont plus besoin que toi. Il y en a encore plus en 2023, 2024. Laissons l'aide aux bonnes personnes. Tu sais, je regardais ce matin dans mon fil Facebook, il y a une prof qui a dit que ça fait deux semaines qu'elle essaie de se trouver une job. Puis elle a reçu quasiment juste une offre. C'est pour être boss girl dans un resto d'un de ses anciens étudiants avec des étudiants qu'elle a actuellement en secondaire 5 qui sont à la maison comme serveur-serveuse. Puis elle se plaint un peu de ça en disant « Non, merci, je ne vais pas aller là. » C'est difficile de se trouver une job à 100 000 par année avec 2-3 mois de vacances avec des bonnes conditions. C'est pas facile d'être prof. C'est vraiment pas facile. Mais il n'y en a pas de job facile. Je veux juste que des fois, on remette en perspective les choses. Il y a des avantages à être enseignant au Québec quand même en 2023. On dirait qu'on les a tous oubliés dans les 2-3 dernières semaines. 100% d'accord avec toi. Puis pour finir avec l'histoire de l'argent, quand tu sais qu'au mois de mars, il n'y a rien de réglé que le gouvernement, parce qu'on s'entend dessus, je pense que la convention finissait au mois de mars, je ne sais pas trop quoi, le patente.
Ben, on s'entend-tu que quand tu rentres dans l'été, tu sais que, bon, il savait d'avance que possiblement qu'il allait rentrer en grève à l'automne. Ça se peut que l'été, tu es un petit peu plus tranquille dans tes dépenses Ben oui. en faisant comme le restaurateur, comme la serveuse au restaurant, comme plein de monde. Quand il rentre de l'argent, à un moment donné, tu dis, ouais, il va y avoir des temps durs peut-être cet automne, mais je vais lever le pied un petit peu. Si ça se règle, puis il n'y a pas de problème, ben là, tu iras à Cuba puis en vacances, on s'en fout. Mais je veux dire, ils n'ont pas prévu ça. Ils ont comme fait pogner un peu les culottes à terre. Donc, c'est pas de la... Comment dire? C'est pas de notre faute. Là. Il y a Non, un mais peu de ta c'est pas faute comme la là-dedans. pandémie. Là. La pandémie, C'est ça. nous autres, on a les restaurateurs, les entrepreneurs. Moi, j'étais sur le web. Les pubs ont disparu. On l'a pas Voilà. vu venir. C'était pas Puis sur c'est notre fermé. radar. C'est ça. Là, la grève était quand même sur votre radar. Puis, tu sais, l'autre truc, je regarde toutes les vidéos de FAE, là, mais Mélanie Hébert, je pense. Oui. Tu sais, ça me divertit sur Facebook. Elle a comme un ton comme passif-agressif. Tu sais, elle essaie d'être cool, mais en même temps, ça a l'air d'être un pitbull. Mais quand elle dit, tu sais, comme gardons le cap, puis tu sais, continuons de travailler, c'est important, puis mes profs, les enseignants, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, mais les enseignants, ils reçoivent aucune scène de revenus. Puis toi, tu reçois 200 000. Je ne sais pas c'est quoi le salaire, mais ça a l'air que le salaire moyen à la FAE, c'est en haut de 100 000. Je sais pas, j'ai plein de malaise, puis je vais te donner le dernier malaise que j'ai eu en fin de semaine. Oui. Je coachais au futsal. Moi, je coach dans une école publique. Des petits gars de secondaire 1, secondaire 2, ils ne se sont pas entraînés dans les derniers jours. On revenait de grève. Ils étaents plus ou moins en forme. Ils ont joué aux jeux vidéo, ils ont mangé des chips. On est allé jouer. On jouait contre des écoles publiques FAE où eux autres, ils ne se sont pas entraînés depuis 4 semaines, 3 semaines et demie. Puis on jouait aussi contre des écoles privées qui ont continué de jouer à tous les jours parce qu'eux autres sont déjà avantagés. C'est dans leur période couleur. Ils jouent à tous les jours dans leur sport. Tu sais, on est habitué de manger des volets contre les écoles privées. Mais écoute ça, OK? Il y a des écoles publiques coachées comme des gars comme moi qui viennent du monde du sport et qui arrivent dans le monde scolaire. Et il y a des écoles publiques qui sont coachées par des profs d'éduc, puis des profs de maths, puis des profs d'univers social. Mais ces profs-là, s'ils sont en grève comme en ce moment avec la FAE, doivent quand même rentrer parce que quand ils coachent à RSEQ, c'est une autre entente de travail. Ça ne va pas dans leur entente. Moi, j'ai été chanceux. Les équipes qu'on a affrontées qui venaient de la FAE, les profs étaient là, mes petits gars ont pu jouer. Mais il y a des profs qui ne se sont pas pointés dans les événements la fin de semaine en RSEQ parce qu'ils sont en grève, en oubliant que leur contrat de travail comme coach n'a aucun rapport avec la grève, c'est payé à part dans une autre filière, c'est autre chose. Donc, il y a des petits gars qui se sont pointés puis il n'y avait pas d'équipe l'autre bord parce que c'était coaché par un prof en grève. Ça, j'ai trouvé ça terrible. Je suis content que ça ne me soit pas arrivé à moi, mais c'est encore tous les angles morts de cette grève-là. C'est pas grand-chose, tu vas me dire. C'est des petits gars qui n'ont pas joué. Mais quand même, c'est plate. C'est très, très plate. C'est drôle. Très je regarde ta liste de sujets. Il y a un sujet. Je le sais. Non, je viens de le voir. Le sujet du manque de français au match des Jets. OK, c'est pas ça que j'avais vu. L'histoire de la ligne nationale. C'est quoi cette patente-là? Capoté. C'est capoté. Tu sais, quand on fait des controverses puis on s'insurge pour à peu près n'importe quoi, à Winnipeg, ils font toujours l'hymne national avant les matchs des Jets. Le Canadien va être là ce soir d'ailleurs. C'est toujours bilingue. C'est toujours français-anglais parce qu'il y a beaucoup de francophones au Manitoba et c'est très respectueux. Ce week-end, samedi, l'Avalanche est à Winnipeg. Écoute ça, c'est capoté. Ils ont décidé de faire l'hymne national bilingue, mais pas anglais-français. Ils ont fait ça anglais-punjabi. Ils ont invité des gens de la communauté indienne. Indienne, c'est ça. Oui, exact. Ils ont amené les instruments indiens. Et là, tu as une double polémique, là. La première, tu as des gens à Radio-Canada ici au Québec puis dans le francophone au Manitoba qui s'insurgent parce qu'on a enlevé le 50% français pour mettre du punjabi, mais on a gardé le 50% anglais. Eux, ils pensent qu'il aurait fallu scraper l'anglais ou en tout cas scraper ça un tiers. Ben, en tout cas, faire un hymne national trilingue. Tu es à Winnipeg. C'est un soir. Tu es dans une province anglophone. C'est correct qu'on aille enlever le français. Un soir, c'est la province qui fait le mieux les hymnes nationaux, sont toujours bilingues. Fait que moi, de s'insurger pour ça, c'est ma première, j'en reviens pas. Tu sais, je veux dire, même en CFL, les Alouettes étaient là en finale, puis en demi-finale à Toronto, puis l'hymne était en anglais. Fait que tu sais, avant de crier sur les Jets, puis la LNH, puis Winnipeg, je pense qu'il y a d'autres affaires à s'insurger, et il y en a qui capotent. Puis là, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on est correct de prendre l'élément de notre culture bilingue, canadienne, anglais, français, qui est notre hymne national,
et de la, pas scraper, mais de la modifier en amenant du Punjabi puis des instruments indiens. C'est-tu inclusif et ouvert ou c'est stupide parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui ferait ça sur la planète? Ben, sais-tu ce que. Moi, je vais répondre à quelque chose là-dessus. Connaissant le Québec, c'est stupide pour les Jets de penser que ça n'allait pas déranger. Moi, je le vois. Qu'enlever l'hymne national en français. Les deux langues officielles du pays. Et mettre quelque chose dans une autre langue, une autre langue qui est possiblement parlée dans l'Ouest canadien, oui. Mais je veux dire, c'est stupide de penser ça n'allait pas créer. Dans le Canada de Justin Trudeau, là, c'est difficile de penser que ça n'allait pas causer une certaine controverse. Là. Ils ont pas, ça te dérange-tu, toi, d'entendre un hymne national qui est généralement bilingue à Winnipeg? Moi, je ne savais même enlevé pas. Le français. Ben, je ne savais même pas qu'à Winnipeg, il y avait l'hymne national toujours en français. Je le savais quand le Canadien allait jouer là, mais je ne le savais pas que c'était toujours ça. Est-ce que ça l'est à Calgary? Est-ce que ça l'est à Edmonton? Ben non, ils ne font pas l'hymne national en français systématiquement. Puis mettons, deuxième controverse, Ghislain. Mettons, là-dessus, on partage la même opinion. Deuxième controverse, qui est actuellement quand même, c'est pas la controverse du siècle, mais ça chiale quand même. Est-ce que c'est correct en tant que société d'amener du Punjabi dans notre hymne national? On ne dit pas de leur amener faire leur propre chanson avant, on ne dit pas de leur donner de la place, de prendre notre culture à nous, de la déconstruire un peu et de l'envoyer dans une version anglo-punjabique, si ça existe. Là. Quand je suis confronté à quelque chose de même, dans ma tête, j'ai toujours l'inverse qui arrive. Je me dis, ramenons ça au Centre Bell. Mettons qu'au Centre Bell, tu fais l'hymne national, tu décides de faire l'hymne national en français et l'autre langue, tu décides de remplacer l'anglais par une autre langue, par une langue chinoise, mettons, parce qu'il y a une communauté chinoise au Québec. Puis tu changes les mots, là. Tu changes l'hymne national, Punjabi, tu changes tout. Là. Ben oui, mais si tu le chantes en une autre langue, il faut que tu chantes. Tu n'as pas le choix. Là. En Punjabi, j'imagine qu'ils ont juste traduit en Punjabi. Là. Oh, et puis ils ont rajouté des mots parce qu'il y avait plus de mots. Mais toi, tu es correct avec ça? Comprendre, mettons. Puis Jerry, tu prends... Non, mais mettons-le au Centre Bell. Comment que toi, tu réagis si ça se fait dans l'autre sens? Français, Punjabi? Français Punjabi ou français chinois, français japonais, français espagnol. Ouais. C'est-tu ça être inclusif ou c'est être too much, déshabiller devant autrui puis venir prendre notre culture? Je ne sais pas. Peut-être que je vais avoir une meilleure idée ce soir. La game d'hockey est décrite en Punjabi. Puis il y a des matchs de Ligue nationale qui sont décrites en Punjabi pour la clientèle. Moi, je pense que le sport, c'est pas la politique. Puis l'art, c'est pas la politique non plus. Est-ce que l'hymne national américain est chanté en espagnol de temps en temps? Hey, c'est une bonne question, ça. Mais moi, je pense pas. Moi, je n'ai jamais entendu ça non plus. Moi, je ne l'ai jamais entendu. C'est une... 23, on fait une petite recherche. Là. Oui, c'est la question que je me pose. Je pense qu'elle garde en anglais. Écoute, je serais surpris qu'ils changent ça. Mais est-ce que les États-Unis d'Amérique ont deux langues officielles ou il y a une langue officielle? Non, ils n'ont pas deux langues officielles. Voilà, ils n'ont pas deux langues officielles, mais est-ce qu'ils font plaisir? Est-ce qu'ils font plaisir à la communauté espagnole? On s'entend dessus, c'est pas une communauté. Là. C'est-à-dire, il y a des États, tu vas en Floride, là, ça parle espagnol pas mal à la grandeur de la Floride. Là. Est-ce qu'ils vont faire l'hymne national en espagnol dans un match de baseball, de hockey ou la NFL? Là? Non, ils vont faire d'autres choses. Ils chantent. Ben, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ils vont les inclure de différentes façons. Ils vont faire des trucs spéciaux pour la communauté latino. Ils vont faire d'autres choses, mais je ne crois pas qu'on change notre identité. Il y a quand même quelque chose de... C'est un détail, mais ça veut beaucoup dire de notre société canadienne. On est prêt à accueillir tout le monde et on est prêt à changer et à un peu se déconstruire nous-mêmes pour accueillir les gens au lieu de les accueillir dans notre culture à nous, sans leur fermer des portes, rien. Puis en tout cas, il y a matière à réflexion. Peut-être que si on s'en reparle mercredi, on aura cheminé. Là. Ouais. Je trouve que c'est particulier et ça démontre bien comment on agit au Canada. Max, reste avec nous. Nous, on termine le live d'aujourd'hui.
C'était un live sans Jeff, Jerry. Hum. Mais Ça- Jerry était soufflé un peu. là. Oui, bien, c'est ça. Là. Jeff, c'est le capitaine. hein. C'est le capitaine, il va être là possiblement de retour demain. Fait que si vous... Là, avec Max dans le Prime, on s'en va au Saguenay écouter une pub controversée. Pour les Prime, vous allez voir qu'est-ce qu'on pense de ça. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.